Madame, veuillez vous asseoir. Jeune homme, prenez place. Maintenant, ce grand garçon qui a eu la malchance d'échouer à son examen. Il n'y a pas eu de malchance, j'étais nul en tout. La réussite est assurée par un climat de joie studieuse, mais sachant s'adapter à chaque individu qu'elle tient serré comme dans un corset. Un corset, permettez que je ricane. C'était la mode du temps de ma grand-mère. Raoult! À moi le labeur et la discipline, et les vacances dans un corset, pendant que toi tu sois sur la Côte d'Azur avec l'Armentier. Madame, permettez un père et un éducateur. Vous prenez parti pour l'amant de ma mère? Jolie moralité. Non, Raoul, non. Monsieur le directeur, je suis confuse, mon fils ne... Alors vous êtes 1000 fois plus coupable que lui. La mufferie de ce voyou a au moins l'excuse de votre faiblesse. Oh, tu entends, Raoul, ma faiblesse. Toujours ma faiblesse. Je ne veux pas de vous dans mon collège. Monsieur le directeur, je suis un autre homme. La douleur d'une mère, il n'y a rien de tel pour vous forger une âme nouvelle. Maintenant, causons. Voilà 125 000. 12 billets de 10, un billet de 5. On mange à quelle heure? Déjeuner est à midi. Viens, maman, je te reconduis à la gare. Mes respects, monsieur le directeur. Oh, ce métier de marchand de soupe, il me rendra enragé. Dire que je perds ce qui me reste de vie avec des cancres là de cet acabit. L'électricien qui travaille au dortoir demande que tu viennes le voir. Est-ce que tu as lu Platon? Je pense que tu le sais, puisque c'est toi qui m'as obligé à lire. Eh bien, mon enfant, remercie ton père. Moi qui ai passé la soixantaine et qui ai enseigné la philosophie pendant 35 ans aux élèves des lycées, je n'ai jamais lu Platon. Tu en souffres? J'en souffre. Puisque tu détestes le métier que tu fais, pourquoi ne pas l'abandonner? Pourquoi? Tes sœurs, tes idiotes de sœurs qui ont épousé des ahuris, qui leur font des enfants comme à coups de manivelle. Et ta mère qui n'a en tête que d'acheter de nouvelles toilettes. Que deviendrait tout ce monde-là si je me mettais à lire Platon? Eh bien, les maris de mes sœurs travailleraient un peu plus, et maman n'achèterait plus de robes. Et ton propre mari, y as-tu pensé? C'est parce que je suis le directeur qu'il occupe ici les fonctions de surveillant général en attendant d'avoir fini ses études. Valentin fera autre chose. Et à propos... Laisse-moi d'abord te poser une question. Comment me trouves-tu? Je comprends pas. Comment me trouves-tu physiquement? Bien, très bien. Sérieux, distinction, intelligence. Oui, enfin bref, aucun charme et aucun sex appeal. Oh, regarde-moi, regarde. N'est-ce pas l'air d'une vieille fille que Valentin aurait épousée par distraction? Elisa, tu finiras par me fâcher. Tu prends un mauvais plaisir à te diminuer à tes propres yeux. Et pourquoi? Parce que ton mari est un peu plus jeune que toi. Oh, un peu plus jeune, eh ben, je crois bien, il a presque 6 ans de moins que moi. Oh, la belle affaire. Il n'y a pas là de quoi t'inquiéter. Je connais 6 ans de moins que ma femme. Mon ménage en irait que mieux et je serais pas la risée de toute la ville. Et tu souhaitais, m'as-tu dit, m'entretenir de Valentin? Et bien voilà. Au début de votre mariage, Valentin s'est acquitté fort convenablement de ses fonctions de surveillant général. Mais depuis 2 mois, et surtout ne répète ni à ton mari ni à personne que je n'ai pas lu Platon. Ah, bien sûr. Entrez. Monsieur le directeur, madame. Encore vous, du Perrier. Sachez-le, j'ai par-dessus la tête de vos incartades. Hier après-midi, au cours de mathématiques, vous avez traité Monsieur Bobignot de vieux boulingrin. Je regrette, mais ce que vous me demandez n'est pas possible. Ah, vous refusez? Non, je ne refuse pas, mais Monsieur Bobignot n'est pas venu ce matin. Pas vu? Ah, ça... Vous pouvez disposer. Nous réexaminerons votre cas quand Monsieur Bobignot sera rentré. Monsieur le directeur, madame. C'est trop fort. Appelle-moi Valentin. Ben, je sais pas s'il est là, tout à l'heure il n'y était pas. Valentin, papa te demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Bobignot n'est pas venu faire son cours et c'est par un élève que je l'apprends. N'étiez donc pas au courant? Si j'étais au courant. C'est-à-dire... non, bien sûr. Comment non? C'est votre devoir d'être informé de l'absence d'un professeur. Ainsi, vous n'étiez pas dans la cour à 8 heures. Non, j'ai oublié. Vous avez oublié. Non, écoutez, Valentin, je vous aime bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais justement en train de dire à Elisa que depuis quelque temps, vous vous désintéressez carrément de vos fonctions de surveillant général. Je vous assure que non. Je vous assure que j'ai au contraire le désir de bien faire mon travail. Mais je ne peux pas. Valentin, parlez-moi franchement, le métier vous déplaît? Non. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est exaltant, mais c'est un métier d'attente très acceptable. Alors qu'est-ce qui vous empêche de faire votre travail? Eh bien voilà.
Mais ce que j'ai à vous dire ne va pas manquer de vous paraître absurde. Valentin, vous savez, vous pouvez compter sur mon affection. Quant à Elisa... Quelle que soit la nature de tes confidences, elles ne peuvent être pour moi qu'un soulagement. Tout a commencé par la lecture des œuvres de Jules Verne et de la comtesse de Ségur. Je crois vous l'avoir déjà dit, j'ai eu une enfance un peu triste, sans affection, sans jeu, sans lecture non plus. Il y a 3 mois, en lisant Jules Verne et la comtesse, j'ai enfin découvert le monde avec les yeux et la sensibilité de l'enfance. Je vous écoute. Ces lectures ne m'ont rien appris de positif, mais par les chemins de l'enfance retrouvés, elles m'ont amené à découvrir certaines dispositions contemplatives que, sans le savoir, je portais en moi. C'est ainsi que je suis parvenu très vite à connaître une région de l'être où l'esprit se trouve en communion avec l'univers et, dans une faible mesure, dispose de la matière et même de la vie. Il n'y a qu'une expérience personnelle, incommunicable, mais dont les résultats sont tangibles. Tenez, regardez ce presse-papier sur votre bureau. Eh bien, vous avez des mines consternées, qu'est-ce qui vous arrive? J'étais en train de penser à l'avenir de la science. Et mon gendre, à quoi pense-t-il, lui? Papa, je te rappelle que l'électricien t'attend au dortoir. Oui, c'est pas pressé. Si, il a besoin de ta décision pour continuer son travail. Tiens. Valentin, mon cher Valentin, quel bonheur de vous trouver là. Depuis quelque temps, je n'arrive plus à être seule avec vous. J'ai tant de choses à vous dire. À moi, en particulier? Oui, des choses qui ne peuvent être dites qu'en tête à tête, et dans un murmure, et dans un souffle. Valentin, vous avez une figure d'ange. Vous n'êtes plus près de moi, plus près. Maman, excusez-moi, mais... Oh non, Valentin, non, ne m'appelez pas maman. Je vous interdis de m'appeler maman. Il suffit d'un mot comme celui-ci pour séparer 2 êtres, pour violer et dénaturer la vérité de leurs sentiments. Valentin, appelez-moi Armandine. Que je vous appelle par votre prénom? Mais pourquoi? Prenez pas votre air ingénu. Il me donne envie de mordre. Valentin, auriez-vous un amour en tête? J'ai toujours beaucoup aimé Elisa. Non, je ne parle pas d'Elisa. Hier soir, quand je suis entré dans le petit bureau de la secrétaire, vous étiez assis tout près d'elle. Et vous êtes empourprés tous les deux. Sylvie était si émue qu'elle n'a pas su quoi me répondre. Sylvie et moi? Oh, mais non, au contraire, n'allez pas supposer... Ah, mon pauvre ami, vous bégayez. Ah, parfait, me voilà fixé. Demain, votre Sylvie sera plantée à la porte du collège. Ce serait indigne. Si elle est renvoyée, elle sera sans travail. Elle devra interrompre ses études et subir un affront qu'elle n'a pas mérité. Mais mon beau-père ne le permettra pas. Votre beau-père fait ce que je veux. Et si vous tenez vraiment à ce que votre Sylvie conserve son emploi, je lui laisse une chance. Venez donc ce soir à 11h me retrouver dans ma chambre. Si vous venez, mon petit. Tiens. Comment trouvez-vous mon chapeau? Mais il n'a pas l'air de vous plaire. Si tu as voulu attirer l'attention sur toi, tu as réussi. Ah, ça, j'étais sûre qu'il te déplairait. Parce qu'elle s'habille comme la bonne d'un curé, ma fille aînée ne supporte pas que je sois restée jeune. S'il vous plaît, maman, laissez ma femme tranquille. J'ai pas le temps de t'écouter, je suis venu te demander de l'argent. J'ai besoin de 75 000 francs. Tu es folle, j'ai pas 75 000 francs. Moi? Oui? Tiens. Non et non. J'en ai assez de donner toujours de l'argent pour des robes et des foutaises qui t'habillent comme un carnaval. Attention, Chabert, quand il est question d'argent, tu deviens grossier. Mais je suis pas grossier. Ah, c'est? Donc tu as 75 000 francs. Ah, je les ai sans les avoir, puisque j'en ai besoin pour faire une partie de l'installation sanitaire. Moi non, Valentin me disait encore hier soir que l'installation peut très bien encore aller 2 ou 3 ans. Moi? Ben oui, et rappelez-vous Valentin, hier soir dans le petit bureau de Sylvie. Comment vous avez dit que... Tu vois bien. Parfait. Voilà. 50 pour toi, 75 pour moi. Valentin, tout à l'heure, vous m'accompagnerez chez le tailleur. Je vais vous faire un complet. Je ne veux pas de complet. Valentin! Oh, je vous ai fâché! Valentin! Oh, je n'en peux plus. Oh, je ne vivrai pas un jour de plus sur le même toit que ma mère. Petite fille. Oh, demande à Valentin ce qu'il pense de ta femme. Quelle horreur! Maman! Maman! Quoi, que se passe-t-il? Valentin! Mais qu'est-il arrivé? Valentin. Parle, dis-lui! Je viens de changer ma belle-mère en oiseau. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Oui, j'ai changé ma belle-mère en oiseau. C'est pas vrai.
J'ai vu. Mais qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu fondre la forme de maman. J'ai vu ses vêtements s'affaisser sur le sol. Et j'ai vu ce petit oiseau se débattre dans le lit de sa robe. Mais vous n'imaginez pas que je vais me laisser prendre à cette mauvaise farce. Je la trouve idiote. Et vous aussi, tous les deux, je vous trouve idiots. Oh, pourquoi te mettre en colère, papa? Tu sais bien que j'ai pas menti. Voici les 75 000 francs. C'est donc bien Armandine. Tout s'est passé très vite et sans difficulté. Je me suis assis sur le bras de mon fauteuil, dans une position que l'habitude a rendue particulièrement favorable à mes efforts de concentration. Je l'écoutais, tête baissée, les yeux à demi fermés. J'ai encore entendu parler d'une robe, d'un chapeau, et puis j'ai réussi à ne plus rien entendre du tout. Le passage s'est effectué en moins d'une seconde, par une opération de l'esprit aussi simple que de prendre un livre sur la table et de le poser sur un rayon. Maman! Oh, elle me regarde, elle pose sa petite tête sur maman. Désormais, ta mère va vivre sa vie d'oiseau, manger des graines, des insectes, dormir, chanter, que sais-je. Je me demande si elle est restée coquette. Et pourquoi non? Le désir de plaire est commun à la plupart des femelles. J'aurais eu peine de te voir vieillir, maman. Grâce à moi, elle n'aura pas connu les affres de ce qui était à ses yeux la pire déchéance. À l'heure de dire adieu à la jeunesse, n'importe quelle femme un peu coquette voudrait avoir la chance d'être changée en un bel oiseau. Après tout... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vous, Sylvie. Vous n'êtes donc pas en classe? Non, monsieur le directeur, ce matin, monsieur Bobigno n'est pas venu faire son cours. Ah, c'est vrai, Bobigno, j'y pensais plus. Je profite de cette heure de liberté pour mettre à jour les rapports aux parents que j'ai entrepris hier soir. Vous pourrez les signer tout à l'heure. Comment vous avez veillé cette nuit? Oh, c'est trop, mon enfant, beaucoup trop. Les rapports pouvaient attendre encore. Mais il fallait me dire que vous étiez en retard, Sylvie. Moi, je vous aurais aidé. Oh, madame, vous êtes trop bonne, mais c'est mon travail de secrétariat qui paye ici mes études et mes frais d'entretien. Ah, c'est entendu, mais vous êtes d'abord une élève. Et pas des plus brillantes, je vous le rappelle. Pensez que l'examen est dans 2 mois. Vous êtes une élève appliquée, mais d'une intelligence très moyenne. Sylvie est assez bien notée. Hier soir, monsieur Bobigno m'a dit que j'avais fait de grands progrès. Tant mieux, tant mieux. Mais ne perdez pas de vue que vous êtes assez peu doué pour l'étude et ne donnez pas trop au secrétariat. Allez en paix, mon enfant. Merci, monsieur le directeur. Oh, j'oubliais. Madame Bobigno est là qui demande à vous voir. Allez, faites-la entrer. Est-ce que tu comptes garder maman dans ton bureau? Ah, pour l'instant, oui. Verrons plus tard. Oh, quelle histoire. Mes hommages, Madame Bobigno. Oh, si vous saviez. Bonjour, Madame Elisa. Bonjour, Monsieur Valentin. Comment va Madame Chabert? Merci, merci. Maman est à la campagne. Asseyez-vous, Madame Bobigno. Madame Chabert est une bien bonne personne, et si gaie, si jeune, et toujours des jolies robes. Mais si je vous disais qu'à cause d'elle, mon mari me fait des reproches, une femme qui a juste 7 ans de moins que toi, il me dit on croirait que t'es sa grand-mère. Et c'est pourtant vrai. Maman. Oh, vous exagérez beaucoup, mais je dois reconnaître qu'Armandine était d'une jeunesse étonnante. Elle l'est toujours, Monsieur Chabert. C'est bien simple, elle ne change pas. Vous avez raison. Alors, qu'est-ce qui arrive à votre mari? Je ne sais pas, Monsieur Chabert. Non, je ne sais pas. Mon mari n'est pas rentré chez nous hier soir. Ah non. Puisque vous ne savez rien, je vais rentrer chez moi. Oh, s'il n'était pas rentré à midi, pensez-vous que je dois alerter la police? Attendez quelque chose. Il pourrait vous en vouloir de vous être trop précipité. Vous avez raison, merci. Je vous tiendrai au courant. Armandine. Non, laisse donc maman tranquille. Dis-moi pourquoi Valentin peut avoir changé Bobigno en oiseau. Dans l'ivresse de la découverte, peut-être a-t-il voulu éprouver son pouvoir sans autre raison. Oh non, Valentin est un être aussi délicat, si timide. Je ne croirais jamais qu'il s'est simplement livré à un jeu. Lui seul peut nous dire ce qui lui est passé par la tête. Où est-il? Il a dû se réfugier à l'appartement. Allons lui parler et ne le ménageons pas. Surtout, n'ayons pas peur de prendre les choses au tragique. Je trouve qu'à propos de ta mère, nous n'avons pas montré suffisamment d'indignation. C'est tout de même insensé. Monsieur le directeur, voilà les rapports, ils sont prêts pour la signature. Posez-les sur le bureau. Allons-y. Restez là, vous surveillerez ma femme. Je surveille sa femme. Le pauvre homme devait rêver. Mais je ne t'avais pas vu, toi. D'où viens-tu? Tu as de jolies plumes. De très jolies plumes. Crois-tu que Valentin m'aime autant qu'il le dit? À ton avis, est-ce que je dois accepter qu'il me donne des leçons particulières de latin? Le latin, c'est très important, tu sais. En juin, j'ai été recalée à cause de ma version. Entrez.
Salut. Le directeur est pas là? Je suis le nouveau. Je m'appelle Martinon. Mon prénom c'est Raoul. Et le vôtre Sylvie. Je viens de parler avec 2 élèves. Je connais déjà la boîte à fond. Et vous mieux que personne. Sylvie, secrétaire et élève de première B. Donc dans ma classe. Ce qui fait qu'on est 2 copains, d'accord? D'accord. Mais je vous le dis tout de suite, comptez pas sur moi pour vous faire des déclarations. Ni pour essayer de vous plotter dans les coins. Je vous serais justement reconnaissante de n'en rien faire. Tant mieux. Comme ça, on n'a pas de sexe l'un pour l'autre et on est des anges. Tu comprends? Chez moi, depuis que je suis môme, ma mère m'a tellement bassiné avec ses histoires de cœur, ses ruptures, ses raccommodages, ses crises de désespoir, que je suis venu ici pour faire une retraite. Je me disais, la boîte à bachot, fini le boniment en sirop de passion. Je t'en fiche. Pas plus tôt que j'arrive, on me corne aux oreilles. Sylvie, Sylvie. Oh, tu vas voir Sylvie, une fille comme ça, Sylvie, et vachement bien roulée. Je sais, je n'ai jamais vu de gamin aussi stupide que ceux-là. Gamin? Pas plus gamin que toi. Tu te prends pour la princesse lointaine? Entre nous, je trouve pas que tu sois tellement bien roulé. Tu viens de dire que nous sommes des anges. Si tu commences à examiner mes formes... Il paraît que le surveillant général est très amoureux de toi. Première nouvelle? N'est pas l'air de tomber de la lune. Tu dois le savoir mieux que personne. Qu'il soit amoureux ou non, je ne m'en occupe pas. C'est comme moi. Je te trouve un drôle d'air tout d'un coup et une drôle de voix. Tu vas tout de même pas être amoureuse d'un surveillant général? Ce serait écœurant. Si on réfléchit qu'il est le gendre du directeur, ça devient monstrueux. T'as quand même une bonne petite tête, qui m'est sympathique. Merci. J'aimerais pouvoir t'en dire autant, mais je n'ai jamais su mentir. Tiens! Je n'avais pas vu celui-là. Ah, il est complet, le directeur. Avoir dans son bureau un oiseau en cage quand on est directeur d'une boîte à bachot, c'est se payer la tête des élèves. Il est beau, cet oiseau. Il a l'air un peu triste. Ah, mets-toi à sa place. Sylvie, tu veux qu'on fasse quelque chose de bien ensemble? Donnons-lui la liberté. Mais n'en parle à personne. J'aurai des ennuis avec le directeur. Tu es folle, c'est entre nous deux. Tu as vu? Comme une flèche, il est parti. J'entends marcher. C'est Chabert. Par ici, vite. Valentin, vous qui avez fait de solides études, je fais appel à votre goût de la logique, de la clarté. Avec de la volonté, vous pouvez encore tout sauver. Faites l'effort d'oublier ce que vous avez fait et ce que vous savez. Comme si c'était possible. Alors, en tout cas, restez-en là de vos expériences. Tout à l'heure, quand j'ai vu ma pauvre Armandine... Grand Dieu! Ma femme n'est plus là! On a ouvert la cage! On a ouvert la fenêtre! Ma femme s'est envolée! Armandine! Armandine! Oh, ça y est, elle s'est envolée, c'est sûr, vous pouvez être fier! Mais ma belle-mère va sûrement revenir. Elle est allée faire un tour, le temps est magnifique. Mais taisez-vous! Je peux savoir qui a ouvert la cage, Sylvie! C'est vous qui avez ouvert cette cage! Non, monsieur le directeur. Mais vous êtes resté dans le bureau! Non, monsieur le directeur, je n'avais rien à y faire. Et quand je suis sorti, je vous ai dit de rester là. Je n'ai pas compris, vous m'avez dit surveiller ma femme. Ma femme. Ah bah oui, ma femme Armandine, c'était pourtant clair. Vous ne l'avez pas surveillée. Mais monsieur... Le résultat s'est envolé. Armandine. Les oiseaux ont un sens très sûr de l'orientation. Je suis sûr que... Taisez-vous. Peut-être ne se serait-elle pas éloignée si tout à l'heure j'avais su lui parler tendrement. Mais quand je me suis trouvé en face de cette petite bête, à aucun moment je ne l'ai senti habité par mon Armandine. Oh, pauvre amour, c'était tout de même toi. C'était tout de même toi. Non, Valentin, laissez-moi. Sylvie, quand commençons-nous les leçons de latin? J'ai besoin de réfléchir encore. Armandine. Armandine. C'est gentil à vous, monsieur Valentin, d'essayer de me remonter le moral. Vous voyez ce que c'est. Ce matin, quand je suis venue voir monsieur Chabert, j'étais sûre qu'il s'agissait d'une fugue. Et voilà que dans l'après-midi, tout d'un coup, allez savoir pourquoi, j'ai eu comme une certitude qu'Ernest était mort. Je vous promets de vous aider et de ne jamais vous laisser dans le besoin. Vous êtes généreux, monsieur Valentin, vous êtes bon, mais c'est pas une chose que je puisse accepter. Je vous en prie, madame, ne dites pas que je suis bon. Si Ernest est mort et si j'ai un peu de misère pendant mon veuvage, je me rappellerai mieux quel bonheur j'ai eu de vivre avec lui. Oh, d'un autre côté, j'espère que mon tour ne tardera guère, parce qu'enfin, le mieux qui pourrait m'arriver serait d'aller le rejoindre.
Le rejoindre? Vous désirez le rejoindre? Tenez, Madame Bobignot, si vous voulez passer dans mon bureau. Ah bon, je vous suis, monsieur Valentin. Madame Bobignot. Valentin, qu'est-ce que vous faites avec cette cage à la main? Qu'est-ce que vous alliez faire? Rien. C'est-à-dire, j'ai pensé qu'il était peut-être charitable de réunir deux êtres qui... Non, mais Valentin, on va lâcher. Elisa et moi allons passer une demi-heure dans la cour pour voir si Armandine n'était pas dans un arbre. D'autre part, je trouve inadmissible que vous invoquiez un prétexte charitable pour accomplir vos sombres desseins. Demain, j'aurais peut-être la bonté de vous apitoyer sur mon sort, et vous me foutrez en cage, moi aussi. Voyons, papa, comment peux-tu dire une chose pareille? Valentin a pour toi la plus sincère affection. Oh, je ne doute Il pas. t'en a donné la preuve assez souvent. Je ne doute pas de ses bons sentiments. Il a une si grande pitié d'humanité souffrante qu'il s'est juré de l'exterminer. Vous savez bien que je n'extermine personne. Ah, c'est juste. Vous faites descendre vos victimes à un échelon inférieur de la vie. Je vous entends. Non, c'est à moi de me faire pardonner. D'abord d'être ici, ensuite de n'avoir pas suivi le conseil que vous m'avez donné ce matin. Tout à l'heure, comme je disais à monsieur Valentin, sous le coup de l'inquiétude, je suis passée au commissariat signaler la disparition de mon mari. Vous avez bien fait, Madame Bobignot. C'était à vous de décider. J'ai cru comprendre qu'il se préparait à venir faire une enquête chez vous. Une enquête? Ils vont venir faire une enquête? Ah, bien sûr, il fallait s'y attendre. Oh, je vous cause du dérangement, mais comme je disais à monsieur Valentin, je me suis sentie prise de panique tout d'un coup. Et pourtant, si vous m'aviez vu le moment d'avant, oh, mais il faut que je vous raconte ça. Ce matin, je vous ai parlé d'un oiseau qui est venu dormir à côté de moi sur l'oreiller d'Ernest. Oui, au fait, comment va-t-il? Il est toujours aussi familier? C'est bien ça que madame Elisa, quand je suis à la maison, il ne me quitte pas d'une minute. Vers la fin de la matinée, j'étais dans ma cuisine à éplucher des pommes de terre, j'avais mon oiseau perché sur l'épaule, et voilà qu'il entre par la fenêtre un second oiseau qui vient se percher à côté de l'autre sur mon épaule. Maman! Oh, j'ai cru que madame Chabert rentrait. Comment va-t-elle, madame Chabert? Elle va bien. Racontez-moi. Oui. Parlez, comment va ma femme? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, est-ce bien elle? Hein? Je ne vous suis pas, de qui parlez-vous? Du second oiseau qui est entré chez vous. Maman était grise avec des petites taches rouges sur la tête. L'est-il? Elle avait aussi des plumes blanches sur le jabot. Mon beau-père avait un oiseau. Vous vous souvenez certainement de l'avoir vu ce matin. Quelqu'un a ouvert la porte de sa cage et il s'est envolé. Il y a toutes les chances pour que ce soit lui qui vous ait rendu visite à midi. C'est précisément ce que je voudrais savoir. Comment était-il? Ma foi, il est comme le premier. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne les distingue pas l'un de l'autre. Oh, c'est extrêmement gênant. Comment vais-je pouvoir reprendre mon oiseau? Je risque de prendre le premier à la place du second. Je me soucie pas de vivre en tête-à-tête avec un étranger. Oh, mais pourquoi voulez-vous remettre cette petite bête en cage? Elle est bien plus heureuse d'être en liberté avec un compagnon. Puisque vous tenez à elle, vous pourrez venir la voir chez moi quand vous voudrez. Ah ben, je vous raccompagne. Ah. Je saurais bien la reconnaître. Bonjour, Ariane, par exemple. Comment tu arrives de Paris, là, par quel train? J'arrive en taxi. L'oncle Abélard est mort. Abélard est mort. Oh, décidément, le monde va de travers. Hein. Il avait à peine 50 ans. Et une santé de fer. Maman disait toujours que son frère n'avait jamais eu de maladie. Mais de quoi est-il mort? Il est mort d'un panavi. C'est affreux. Toutes mes condoléances, monsieur Chabert, pour vous et pour tous les vôtres. Venez voir l'oiseau quand vous voudrez. L'oncle Abélard a institué maman légataire universelle. À charge pour elle de doter ses 3 filles. Ou si elles sont mariées, de remettre à leur mari l'équivalent de la dot, qui doit se monter pour chacune de nous au 6e de l'héritage. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'oncle Abélard était très riche. Jean-Pierre a calculé que la part de chacune des filles devait s'élever à une dizaine de millions. Si je comprends bien, la part de ta mère s'élèverait à 30 millions. Nous n'avons pas de temps à perdre. Maman est là. Vous ne répondez pas? Puisque maman est en voyage. Mais non, elle est à 5 minutes d'ici. Elle est... Elisa, veux-tu emmener ta sœur à l'appartement et lui expliquer les choses? Expliquez quoi? Allez, viens. Papa est occupé. Viens. 30 millions qui me passent sous le nez. J'aurais pu enfin lire Platon. Enfin, je veux dire, je l'aurais relu. Mais je suis pas un homme d'argent et si je regrette l'absence de ma femme, c'est pas à cause de cet héritage. Enfin, maintenant, vous savez où elle est. Qu'en dites-vous? C'est pour elle une chance qu'on lui ait ouvert sa cage. Vous êtes de mon avis, n'est-ce pas? Ma belle-mère a trouvé la compagnie qui lui manquait. S'il vous restait un regret ou une inquiétude, vous voilà maintenant soulagé. Ah, si vous êtes satisfait de savoir avec Bobignot. Vous n'êtes pas révolté à l'idée qu'elle passe maintenant tous ces instants avec ce coureur de jupons, ce bellâtre usé par les filles. Accroché au nom de Bobignot, vous raisonnez comme s'il désignait encore un professeur libidineux. Qui vous dit que Bobignot n'est pas un oiseau libidineux? Sans doute n'est-ce pas impossible. Mais je vous le demande, quel risque courrait alors ma belle-mère? Celui de pondre des œufs.
Je suis sûr que vous seriez ravi de l'avoir arrivé ici avec une couvée de petits. Des enfants de Bobignon? Jamais. Jamais, vous m'entendez, Valentin? Ces oiseaux-là n'entreront chez moi. D'ailleurs, je ne vais pas laisser Armandine en butte aux entreprises d'un satyre. Tout à l'heure, j'irai la rechercher, je la remettrai dans sa cage. Voilà tout ce que vous avez fait pour elle, la remettre en cage. Ah, qui la faute si Armandine a des ailes pour courir l'aventure? Quand elle n'en avait pas, j'ose vous rappeler que vous n'étiez pas plus tranquille. Valentin, il ne vous appartient pas de juger la conduite de ma femme. Je ne porte aucun jugement. J'essaie de vous rassurer quant à l'existence que mène ma belle-mère. Je voudrais vous persuader que sa vertu n'est pas plus en danger qu'elle ne l'était autrefois. Je dirais même qu'il est vain de se poser des questions à propos de sa vertu, puisque les oiseaux n'en ont pas. Foutez-moi le camp! On lui tendra le cou, moi, votre Bobignon. Allez-vous-en! Vous êtes là depuis longtemps? Je suis venue vous prévenir qu'il est 4 heures et que les 3 élèves que vous avez convoqués sont là. Faites-les entrer. Monsieur le directeur, je voulais vous demander s'il n'était pas possible d'oublier cette affaire. Non, les coupables seront punis. Faites entrer. Entrez! Encore vous. Éternellement vous. Mais cette fois, Dupérier, la coupe déborde. Moi, monsieur le directeur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Herbelin, vous êtes encore plus coupable que Dupérier. Vous vous êtes laissé séduire par les funestes conseils d'un cancre doublé d'un voyou. Monsieur le directeur, je tombe des nues. Moi qu'on me traite de cancre, j'ai l'habitude. Mais de là à dire que je suis un voyou, il y a un monde. Je vous assure, monsieur le directeur, je ne comprends rien à vos reproches. Il y a moins d'une heure, je vous ai vu d'une fenêtre de mon appartement. Alors que Sylvie s'engageait sur le perron du petit escalier, vous êtes rué sur elle, en présence de Martineau, qui n'a du reste rien fait pour lui venir en aide. Ah, monsieur le directeur, permettez! Laissez-moi poursuivre. J'ai vu les mains de Dupérier s'arrondir et presser la gorge de Sylvie avec une frénésie que je n'hésiterai pas à qualifier de maladive chez un être ayant à peine atteint l'âge adulte. Et j'ai vu les mains d'Arbelin se porter sur ce que j'appellerais, eu égard à sa présence, les hanches de cette malheureuse enfant, et pétrir la chair à travers l'étoffe de la jupe. Monsieur le directeur, on ne croirait jamais qu'un élève de philosophie ait pu se livrer à ces actes révoltants. Je vous dis que je vous ai vu. Parlez, Martineau. J'étais là, j'ai tout vu. En débouchant sur le perron, Sylvie a fait un faux pas. Elle a trébuché. Je me suis dit, Jésus, elle va se fracasser la tête sur l'arête de la pierre. Mais j'étais trop loin, je ne pouvais rien faire. Heureusement, mes 2 sagouins étaient là. Ils se sont jetés sur elle, ils vous l'ont cueillie au vol et ils lui ont sauvé la vie. Allons donc, pourquoi se serait-elle débattue? Je l'ai vu se débattre. Sylvie. J'ai peut-être eu l'air de me débattre alors que j'essayais simplement de retrouver l'équilibre. Est-ce que je t'ai tripoté la gorge? Est-ce que je t'ai tripoté les hanches? Non, Arbelin ne m'a pas touché la gorge ni Dupérier les hanches. Mais naturellement, les hanches c'était Arbelin et la gorge... Oui, c'est bien ce qu'on a dit. Mais non, vous avez dit que... La gorge, oui, et puis les hanches. Mais non, c'est le contraire. Écoutez, monsieur le directeur, ne cherchons pas la petite bête. La vérité, c'est qu'ils l'ont rattrapée par où ils ont pu. Vous, Martineau, prenez garde. Calme-toi, calme-toi. Fiche-moi la paix. Papa, je veux savoir si Elisa est devenue folle ou si vous vous êtes tous entendus pour vous moquer de moi. J'exige que tu m'expliques toi-même. Et ne crie pas, il n'y a rien à expliquer. C'est d'ailleurs pas le moins affligeant. Mais j'ai tout de même pas payé 10 Je dis de ne pas crier. Allez, ne reste pas. Idiot, imbécile, finissez. Oh, je suis faute d'amour. J'en crève. Mais abruti, vous me décoiffez. Mais lâchez-moi, lâchez-moi. Sylvie, c'est ton désir, je leur fracasse le muscle à tous les deux. Tu n'as qu'un mot à dire. Mon épaule est une horreur de réglisse panique. Vous la grenadier. Oh, elle est presque aussi bien faite que moi. La peau de son dos et la peau de son ventre. Regarde. Mais arrêtez, Martineau, de crétin. Que se passe-t-il? Dupérier, Arbelin, veuillez me suivre dans mon bureau. C'est contrarié que Valentin t'ait vu dans cette situation. C'est de ma faute si ces 2 animaux ont sauté sur moi. Si tu n'avais pas tant le désir de plaire, les mâles ne t'assailleraient pas. Tu crois sérieusement que je me mets en frais pour te plaire? Laisse-moi rire, Martineau, et détrompe-toi tout de suite. Dommage. J'allais te demander ta main. Je suis tortillé par ton charme, d'ailleurs discutable. Et comme tu as gardé une grande fraîcheur d'âme, je n'envisage l'amour que dans les liens indissolubles du mariage. C'est vrai, Martineau? Tu veux m'épouser? C'est vrai, mais arrête de battre des cils et de comprimer ton cœur à 2 mains. Tu fais tomber ma fièvre. Tu dis que tu m'épouseras, mais quand? Si c'est dans 2 ans ou 3, je sais ce que ça veut dire.
Je m'engage ferme pendant 3 mois. Quand on aura été collés au bac tous les deux. Je ne te demande pas si tu m'aimes, tu viens de me dire que tu souhaitais plaire à tout le monde, sauf à moi. Mais non, j'ai dit que je ne me mettrais pas en frais pour toi. Je parlais un peu par dépit. J'étais si loin de penser que tu pourrais m'aimer. Ce matin, quand tu es arrivé, tu m'as dit toi-même, on sera comme des anges. Ah oui, ce matin. Ah, j'étais loin de penser que tu serais mon premier et mon seul amour. Ça a été rapide. J'ai commencé à chavirer cet après-midi, au cours de géographie. Tu te pinçais pour ne pas dormir, et quand j'ai appris qu'hier soir tu avais veillé jusqu'à plus de minuit pour ton travail de secrétaire, j'ai été ému. Je me suis mis à imaginer ta petite vie, tes fatigues, tes soucis, tes horizons. La seule chance pour toi de t'en tirer, c'était le mariage. Comme il ne fallait pas compter sur les élèves de la boîte, je me suis dit que ça pourrait être moi. Et tout de suite, là, quand je t'ai vu entre les mains de ces deux macaques, j'ai senti mon cœur s'étrangler. Je me suis dit, Raoul, tu convoles. Tu es gentil. Je t'aime, tu sais. Faut pas te forcer. Si tu m'aimes, c'est tant mieux, mais ce n'est pas indispensable. Le principal pour moi, c'est que je t'aime. Tu es drôle. Mais dis-moi, si on se marie dans 3 mois, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu n'as pas de situation. J'en aurai une. J'ai décidé d'être apiculteur. J'imagine les fleurs, le ciel, les abeilles, et toi au milieu, en robe bleu lavande avec des sabots. Le soir, quand les abeilles sont endormies, le soir, Sylvie, Alors on habiterait la campagne. je vois la campagne te défrise. Madame rêve de filer le train à son surveillant général, dans des cités tentaculaires. J'ai compris. Je retire mes gants blancs et ma demande en mariage. Adieu, madame. Soyez heureuse dans le péché. Martinon, ne t'en vas pas, ne m'abandonne pas. J'aime les fleurs et j'aime les abeilles, je n'ai rien contre la campagne, tu sais. Tu n'as rien non plus contre Valentin. Comme tout que j'ai pas, s'il n'est pas en mon pouvoir, de rendre sa forme humaine à sa mère. Mon gendre lui-même ne le peut pas. Tu avais le devoir de défendre maman et de ne pas laisser faire Valentin. Oh, crois-tu que l'animal m'a demandé la permission? C'est heureux. Qui sait si dans un moment d'impatience, je ne lui aurais pas accordé. Bon, je dois dire que dans les minutes qui ont précédé l'événement, maman s'est montrée très désagréable avec moi. Et plus encore avec moi. En somme, vous trouvez qu'il a bien fait. Oh, vraiment, Elisa, j'admire ta quiétude et ta sérénité. On croirait jamais que tu as perdu ta mère ce matin. Non, je n'ai pas perdu ma mère. Si mon mari était changé en oiseau, ça serait pour moi comme s'il était mort. Oui, ben, il n'en serait pas moins vivant et puis il coûterait moins cher à papa. Elisa. Laisse-la parler, elle est dans un accès de franchise. Elle va nous dire comment elle a comploté avec Valentin la disparition de maman. Laisse éclater sa douleur, sa grande douleur qui est l'héritage de l'oncle Abélard. Je te prie de mesurer tes paroles, hein. C'est insensé. J'arrive de Paris en taxi pour voir maman et vous me débitez froidement les plus invraisemblables mensonges. Car ce sont des mensonges. Des mensonges. Tais-toi. Qu'est-ce que vous faites là? Mais monsieur le directeur, nous vous attendons. Vous pouvez disposer. Tout de suite, monsieur le directeur, mais je voudrais ajouter. Entrez. Monsieur le directeur, mesdames. Monsieur, que désirez-vous? C'est moi qui suis chargé de l'enquête au sujet du professeur Bobigno, inspecteur Malfrin, mon collègue Grindet. Il vient d'être nommé inspecteur. Je l'ai emmené avec moi pour lui montrer comment s'y prendre dans une enquête. Que voulez-vous savoir? L'affaire me paraît un peu plus sérieuse que je n'avais pensé. J'ai appris par le professeur Barrault qu'en sortant de son cours, le professeur Bobigno, au lieu de sortir du collège avec ses collègues, a pris l'escalier qui monte à cet étage-ci. Ne faites rien d'anormal. Il arrive que des professeurs passent par les locaux de la direction ou de l'administration. Bien entendu. J'ai interrogé le concierge qui a été formel. Monsieur Bobigno n'est pas sorti ni par la grande porte ni par l'entrée des cuisines. Qu'en pensez-vous? Je vous serais obligé de me dire ce que vous en pensez vous-même. Grandet, veux-tu répéter à monsieur le directeur ce que je t'ai dit en quittant la loge du concierge? Vous m'avez dit, ou bien la victime est encore dans les murs... Non, Grandet, non. Je n'ai pas parlé de victime. C'est exact. Vous m'avez dit, ou bien ce vieux cochon-là est encore dans les murs, ou bien il est sorti par l'appartement du directeur. J'imagine qu'on n'entre pas dans votre appartement comme on veut. Les élèves auraient vite fait de le savoir et d'en profiter. Bien sûr, mais je ne vois pas pourquoi le professeur Bobigno serait passé par mon appartement. Voyez-vous, monsieur le directeur, dans une affaire comme celle-ci, moi qui connais bien le professeur Bobigno, je dis tout de suite, qu'est-ce que je dis, Grandet? D'abord, cherchez la poupée. Voilà. Monsieur le directeur, la poupée. Et combien y a-t-il de femmes dans votre établissement? 3, non 4, ma femme, ma fille, la secrétaire et la concierge. Ne parlons pas de la concierge, elle n'a pas quitté sa loge toute la soirée d'hier. Madame, une question, s'il vous plaît. Quand avez-vous vu le professeur Bobigno pour la dernière fois? Oh, il y a 2 ou 3 jours.
Hier après-midi, je suis sortie vers 2 heures pour aller à la bibliothèque municipale. Et je suis rentrée un peu avant 7 heures, mais sans avoir vu le professeur, ni même entendu parler de lui. Tu l'entends, Granet? Vous voulez une réponse nette, un emploi du temps facile à vérifier. Madame, je vous remercie. Maintenant, j'aimerais entendre Madame Chabert. Je crains que ce ne soit pas possible pour l'instant. Ma femme est en voyage. Non, ce n'est pas ce que vous m'avez dit. Inspecteur, je suis arrivée de Paris tout à l'heure pour m'entretenir avec ma mère d'une affaire importante, urgente. Et quand j'ai voulu la voir, mon père et ma sœur ont prétendu qu'elle s'était envolée. Oh, simple façon de parler qui voulait être plaisante. C'est trop fort, tous les deux, vous avez fait l'impossible pour me convaincre que maman était changée en oiseau. Le papa a même ajouté que le professeur Bobignot était lui aussi changé en oiseau et que maman s'était envolée pour aller le retrouver chez lui. Voyons, madame. Si votre mère était allée rejoindre le professeur chez lui, Madame Bobignot ne serait pas venue à la police signaler la disparition de son mari. Soyons logiques. Mais s'ils ont été changés en oiseau? Ah, monsieur, vous croyez qu'ils ont été changés en... Mais justement, non, je vous dis qu'on essaie de me le faire croire, que je m'y refuse. Ah bon, bah, puisque vous n'y croyez pas, nous sommes d'accord. Mais je vous répète que les oiseaux... Madame, je vous en prie, je n'ai pas de temps à perdre. Quand Madame Chabert s'est-elle envolée? Ce matin, dans la matinée, aujourd'hui, dans la matinée, à 11h. Et naturellement, vous savez où lui téléphoner ou en tout cas où lui écrire. Eh bien, non. Ma femme est passée à mon bureau pour me dire qu'elle partait avec des amis qui l'emmenaient en voiture pour quelques jours. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Et sans doute m'écrira-t-elle un jour. Qu'est-ce que tu dis de ça, Grandet? Tu as l'air d'hésiter. Allez, vas-y, sors-nous ce que t'as dans la tête. Eh bien, c'est extrêmement simple. Hier, entre 4 et 5 heures, Monsieur Chabert est entré dans son appartement. Il a trouvé sa femme et le professeur Bobignot à poil sur le divan et il les a abattus. Ensuite, il a attendu qu'il fasse nuit pour se débarrasser des cadavres. Papa! C'est affreux, voilà ce que tu me cachais. Père, idiot. Sacré Grandet. Ah, c'est qui vous débute ça avec un sérieux, là? L'adultère, les amants à poil, le mari jaloux, pam, 2 cadavres sur le bras. Alors, remarque, ça tient. C'est une hypothèse et qui me paraît plus solide que celle de la fugue. Vous n'allez tout de même pas me faire croire que vous avez laissé partir votre femme sans savoir où elle allait ni avec qui? Ah, ma femme a toujours mené une vie très indépendante. Oui, enfin, parce qu'elle menait une vie indépendante, la police en sait même un peu plus long que vous. Nom d'un tonnerre! Votre père a bien parlé de 2 oiseaux. Mais je me tue à vous le dire. 2 oiseaux, dont l'un serait maman et l'autre le professeur Bobignot. Grandet! 2 oiseaux, ça ne te dit rien? Bah, toi qui es bachelier, t'as bien fait ta première communion. Ah non, chef, je suis athée. Non, j'estime que la preuve de l'existence de Dieu reste à établir. Mais c'est dommage pour toi, Grandet, oui. C'est dommage que tu n'aies pas de religion, car Dieu existe et le diable, il existe aussi. Et c'est nous autres de la police qui maintenons le gros du troupeau à mi-chemin entre les deux. Mais si tu avais un peu l'usage de la religion, tu aurais tout de suite compris ce que M. Chabert a voulu dire en parlant de 2 oiseaux qui s'étaient envolés. Oh, j'ai compris, chef. Les âmes des 2 défunts. Ah, quand même. Les âmes, c'est l'affaire de Dieu. La police n'est pas encore outillée pour. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les corps. Où avez-vous mis les cadavres? Les cadavres, oh, j'ai eu aucune difficulté de ce côté-là. Les cadavres, je les ai tout simplement coupés en morceaux et je les ai fait manger à mes élèves. Je vous trouve même un peu simple de n'y avoir pas pensé vous-même. En tout cas, vous aurez ce qu'il en coûte de diffamer de médecins. Oh, diffamer. Monsieur le directeur, on n'a diffamé personne. On échangeait des idées, quoi. Et on pourrait dire un mot à la petite secrétaire? Si vous y tenez, Mélissa, veux-tu aller chercher Sylvie? Pardon, monsieur le directeur, cette jeune fille est-elle d'une famille aisée? C'est une orpheline qui a été élevée par une vieille parente très pauvre. Non, je demandais ça, c'était une question de moralité. La jolie fille. Qu'est-ce que tu en dis, Grandet? Hein, qu'elle est mignonne. Oui, si on veut, oui. Elle a les fesses plates. Ouais, bien sûr, tu ne crois rien. Tu as tort, Grandet. Dans notre métier, il faut de la ferveur. Mademoiselle, hier après-midi, après la sortie des cours, avez-vous vu le professeur Bobignot? Oui, monsieur Bobignot est venu dans mon bureau vers 4h15. Et il venait voir pour affaire de service. C'est-à-dire non, pas exactement. Il venait plutôt
me faire une visite. Et dites ce que vous savez, Sylvie. Ces messieurs qui sont de grands intuitifs vous soupçonnent d'avoir été amoureuse du professeur Bobigno. Moi, amoureuse du professeur? Dites plutôt que j'étais très gênée de ses assiduités. Ah donc, il vous est à la cour. Racontez-nous exactement ce qui s'est passé avec lui. Si vous vous sentez gêné par la présence de ces messieurs-dames, dites-le moi. Je leur demanderai de nous laisser seuls tous les deux. Je n'ai pas à être gênée. Monsieur Bobigno est venu dans mon bureau, comme il le faisait presque chaque jour depuis une quinzaine. Nous avons parlé un moment assis l'un en face de l'autre, et brusquement, il s'est jeté à mes pieds et m'a embrassé les genoux. Je me suis levée pour essayer de me dégager, mais le professeur me serrait fort, et je ne voyais pas le moyen de le faire lâcher prise. Mais alors? Heureusement, monsieur Valentin, le surveillant général, est entré dans mon bureau, et le professeur m'a lâché aussitôt. Mais j'imagine qu'il ne veut pas emmener large. Il était surtout très en colère. Et votre monsieur Valentin? Je ne me souviens plus très bien. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais rien de plus. Monsieur Valentin a prié le professeur de le suivre dans son bureau, et ils sont partis. Ah ah! Voilà du nouveau. Qu'est-ce que je t'avais dit, Grandet? Cherchez la poupée. À présent, voyons le surveillant général. Elisa, veux-tu appeler ton mari? Ah, c'est vrai. Monsieur Valentin est le mari de madame. Dans ce cas, je préférerais le voir à part. Valentin! Messieurs, On aimerait vous dire deux mots en particulier au sujet du professeur Bobigno. si vous voulez passer dans mon bureau. Alors, qu'est-ce que vous décidez pour maman? Ben, que veux-tu? Il n'y a rien à décider. Vous pensez tout de même pas que je vais laisser cet héritage me passer sous le nez? Mon taxi m'attend à la porte et naturellement le compteur tourne. Elisa, tu as bien une idée, toi? Mais non, j'ai pas d'idée. On dirait que cet héritage ne t'intéresse pas. Mais pourquoi veux-tu qu'il m'intéresse? Moi, tout ce que je demande à la vie et que l'argent ne peut pas me donner, c'est d'être belle, c'est d'être désirable, désirable, tu m'entends? À faire se retourner les hommes dans la rue et le soir dans leur lit. Qu'est-ce qui te prend? Elisa, je te l'ai déjà dit ce matin, tu t'imagines à tort que tu es dépourvu de charme et de séduction. Demande à l'inspecteur Malfrat ce qu'il en pense, hein? Chercher la poupée, a-t-il dit. Et un coup d'œil lui a suffi pour me mettre hors de question. Et la poupée, il lui a pas fallu longtemps pour la découvrir. C'est une vraie poupée, en effet. Ainsi, vous êtes la maîtresse de Valentin? Non, madame, je ne suis pas la maîtresse de monsieur Valentin. Je ne suis la maîtresse de personne. Elisa, comment peux-tu accuser cet enfant? Tu vois bien qu'elle est sans reproche. Oh non, non, c'est pas une chose qui saute aux yeux. En tout cas, Valentin est très épris d'elle. Oh, enfin, si Bobigno m'avait fait la cour, Valentin n'aurait jamais changé un oiseau. Encore les oiseaux? Mais enfin, pourquoi vous cramponnez à une fable aussi absurde? Vous n'allez tout de même pas renoncer à l'héritage de l'oncle Abélard? Voyons, papa! Encore une fois. Mais non, à quoi bon? Toi, tu savais que Valentin était petite Sylvie, hein? Mais Ah, tu ne tu savais savais? rien du tout. Et puis j'en ai assez de vos histoires de cœur et de vos histoires d'héritage. Rêvez si vous voulez, mais rêvez en silence. Moi, je suis derrière cette porte. Les argousins sont en train d'interroger mon gendre, qui va pas se vanter d'avoir changé Bobigno en oiseau. Il va essayer de se décharger sur moi, faut en être sûr. Et tout à l'heure, je passerai peut-être cette porte et me note aux mains. Qu'est-ce que c'est encore? Allez voir, Sylvie. C'est madame Bobigno. Faites-la entrer. Ah, j'arrivais bien, madame Bobigno. Le commissaire a envoyé 2 inspecteurs qui sont en train d'enquêter dans l'établissement. Je vous avais prévenu. Oh, si vous permettez, je vais m'asseoir. Je suis essoufflée, j'ai marché si vite, j'étais si pressée de vous voir. L'émotion aussi qui vous coupe les jambes. Oh, si vous saviez. Alors, Valentin, on va se... Valentin! Si voulez-vous, il n'y avait pas autre chose à faire. Dès les premières paroles, ils ont commencé à me réclamer les cadavres. Et avec quelle grossièreté! Non seulement ces gens-là m'auraient fait arrêter, mais ils auraient déchaîné dans le collège une brigade de police pour retourner le sol de la cave et fouiller partout. Vous auriez eu les pires ennuis. Du reste, ils sont infiniment plus heureux qu'ils n'étaient tout à l'heure. Ces 2 hommes-là faisaient leur métier. C'est inadmissible que vous débarrassiez des gens sous le prétexte qu'ils vous gênent. Sans doute les apparences ne sont-elles pas en ma faveur, mais ne vous hâtez pas de juger mes actes. Ce que je peux dire, c'est que chaque fois que je libère un être de sa forme humaine, j'accomplis une bonne action. Voyez bien que ces 2 petites bêtes ne regrettent pas de m'avoir rencontré. Ouais, il est certain que je me sens plus proche d'eux qu'il y a un quart d'heure. Ce sont les mêmes que les 2 autres. Mais oui, madame Bobigno, les mêmes, ils se ressemblent comme 2 frères. Et à propos, comment vont-ils les nôtres? Oh, monsieur Chabert, justement, j'ai à vous annoncer une bien triste nouvelle. Le chat vient d'en manger un. Lequel? Lequel? Ma pauvre maman, lequel?
je suis entrée, le chat l'avait déjà mangé. Bien sûr, il avait laissé les plumes. Mais les deux oiseaux se ressemblaient tellement qu'il était bien difficile de les distinguer l'un de l'autre, même quand ils vivaient tous les deux. Le sexe. Plaît-il? Oui, Armandine était une femelle et le professeur était un mâle. Le professeur. Oui, enfin, voyons, Valentin, êtes-vous sûr que les sujets ont conservé leur sexe respectif? Ah je pense. Comment vous pensez? Vous n'avez pas pris la peine de vérifier. C'était assez délicat. Songez qu'il s'agissait de ma belle-mère. Mais en y réfléchissant, je me persuade qu'ils avaient conservé leur sexe. Il y a en chacun de nous certaines symétries sur lesquelles une métamorphose ne peut rien. Admettons-le. Si tant est qu'un ordre logique préside à une opération aussi absurde. Et l'autre, celui qui n'a pas été mangé? Oh, il a gardé espoir qu'il ne revienne jamais chez moi. Quand je suis rentrée, et vu ce qui s'était passé, mon premier mouvement était de jeter un coup d'œil au dehors. Il était perché de l'autre côté de la rue sur un réverbère. Et quand il m'a vu, il est venu tourner en rond devant la fenêtre en piaillant. Et puis il est parti en direction de la rue Lombard. Et il a disparu derrière les arbres du square. Et quand il tournait en rond devant la fenêtre, enfin tout près de vous en somme, vous n'avez distingué aucune particularité permettant de l'identifier. Ma foi, non, j'ai rien remarqué. Mais enfin, quand on a vécu 40 ans avec un oiseau, avec un homme, alors je ne sais plus où j'en suis. Oh, décidément, cette histoire est stupide. C'est épouvantable. Nous ne pouvons pas rester dans cette incertitude. Allons, je m'en retourne chez moi. Il va falloir passer la soirée avec Euclide et lui parler durement. Pauvre bête. Vous me direz qu'il s'est mal conduit, et c'est vrai. Mais comme je dis souvent, un chat est un chat. On ne peut pas lui reprocher sa nature de chat. Et pour mon mari, on ne sait rien de nouveau. Hélas non, ma pauvre amie. À présent, il n'y a plus qu'à attendre. Alors bonsoir. Bonsoir. Sylvie, reconduisez Madame Bobigno. Valentin, si tu avais surpris Bobigno en train de m'embrasser les genoux, l'aurais-tu changé en oiseau? Je ne vois pas où tu veux en venir. L'aurais-tu changé en oiseau? Non. En t'embrassant les genoux, le professeur Bobigno se rendait simplement ridicule. Mais en essayant de suborner des gamines, il devenait un danger public. Tu aimes Sylvie? Je l'ai délivré des entreprises d'un homme sans scrupules, c'est tout. Gendre, vous êtes rendu coupable de 4 métamorphoses qui sont autant de dégradations volontaires de la personne humaine. Et par votre faute, c'est peut-être Armandine, ma femme, qui a été mangée par le chat. Assez peaufilant, Valentin. Et veuillez vous expliquer clairement sur votre conduite et vos intentions. Valentin, je vous supplie de me dire la vérité. Est-ce que vraiment vous avez changé maman en oiseau? Mais oui, bien sûr. À quoi bon cette question? Mais regarde-le, quelle nouvelle catastrophe vous prépare-t-il encore? Oh, après tout, il ne peut rien y avoir de pire que Armandine changée en oiseau et mangée par le chat. C'est tout de même incroyable que moi, Chabert, Alexandre Chabert, agrégé de philosophie, je puisse m'entendre dire « Ma femme a été mangée par le chat ». Ma femme a été mangée par le chat. Ma femme... Enfin, il y a peut-être encore une chance que ce soit Bobigno. Ben oui, mon Dieu. Mais pourquoi pas, mon Dieu? Oh, mon Dieu, faites que ce soit Bobigno. Je suis sûr que cet oiseau est ma femme. Le choc qu'hier au soir, j'ai ressenti en le découvrant perché sur le rebord de cet œil de bœuf, j'ai encore éprouvé tout à l'heure en le revoyant. Monsieur le directeur, il y a en bas Monsieur Périsson avec son fils. C'est lui qui a téléphoné hier et vous lui avez donné rendez-vous pour ce matin à 11h. Monsieur Périsson, oui, parfaitement. Eh bien, faites-le monter. Le faire monter ici? Je ne peux pas m'absenter pour l'instant. Expliquez-lui que je suis retenu sur le toit et que je lui demande de monter pour ne pas le faire attendre. Naturellement, vous l'accompagnerez. Bien, monsieur le directeur. Et Sylvie, en revenant avec ce monsieur Périsson, vous montrez la case des 2 inspecteurs. Ici, au grand air, ils seront mieux de mon bureau. Oui, monsieur le directeur. Je me demande ce que cette petite peut penser de nos histoires. Votre conduite doit lui faire horreur. Lui faire horreur? Je voudrais bien savoir pourquoi. Ma conscience ne me reproche rien, au contraire, puisque grâce à moi, de pauvres gens auront enfin trouvé le bonheur. Ah, en fait, bonheur, il suffit de regarder cet oiseau-là. Vous n'allez pas me dire qu'il a l'air d'un oiseau heureux? C'est la solitude qui lui pèse. Mais quand il y aura beaucoup d'autres oiseaux, beaucoup d'autres... L'oiseau est là. Exactement à l'endroit où il s'est perché hier soir. Il est arrivé à 10h10, il n'a pas bougé depuis. Et Madame Bobigno l'a vu passer et repasser plusieurs fois devant sa fenêtre, où elle pense qu'il est affamé, et que la crainte de tomber entre les griffes d'un chat l'empêche de vaquer normalement à la recherche de la nourriture. Oh, mon Dieu. Alors j'ai apporté des graines.
Comment les lui faire manger? Le mieux était déposé là-bas, sur le bord du toit, bien en vue. Et surtout pas tranquille par terre. Appelez-la doucement, chacune à votre tour. Maman, maman. Et si ce n'est pas elle? Là, nous verrons bien, mais je suis sûr que c'est elle. Bonjour monsieur, je m'excuse de vous recevoir sur le toit d'établissement, mais j'y suis contraint pour des raisons de famille. Puisque c'est une nécessité, vous êtes excusé. Je vous ai téléphoné hier. Oui, monsieur Périsson, il suffit, posez les inspecteurs au bord de la cheminée. Et veuillez ne pas vous éloigner afin de raccompagner ces messieurs une fois l'entretien terminé. Valentin, surveillez l'oiseau, surtout ne le perdez pas de vue seulement une seconde. Je vous demande pardon. Et voilà donc ce grand garçon qui a eu le malheur d'échouer à son examen. Réponds quand on te parle, imbécile, au lieu de rire et de te dandiner. Non, monsieur le directeur, n'accusons pas la malchance. Étienne est un paresseux de la pire espèce. Et ni ma surveillance, ni mes taloches n'y font rien. C'est en désespoir de cause que je vous l'amène. Monsieur, veuillez vous asseoir. Merci. Jeune homme, prenez place. Non, qu'il reste debout. Il n'est pas fatigué depuis 6 ans qu'il ne fiche rien. Donc cet animal s'est fait coller au bac. Les notes qu'il a obtenues à l'écrit m'ont été communiquées. Du reste, il va vous les dire lui-même. Allons, parle, bougre d'idiot. 5 en français, 4 en latin, 3 en anglais. Et en mathématiques? 0. Vous l'entendez, l'animal? 0. 0. Et il ose le dire sans rougir. Je le broierai. Vous surveillez, Valentin. Monsieur, croyez-moi, un échec doit être considéré avec plus de sérénité. Songez que Laforgue s'est présenté 5 fois à son baccalauréat. Quelle Laforgue? Laforgue, le poète Jules Laforgue. Il a d'ailleurs fini par y renoncer. Eh oui, cher monsieur, Jules Laforgue n'a jamais été bachelier. Le résultat est qu'il a été poète. Mais Pasteur lui-même, une de nos plus pures gloires nationales, a échoué une fois à son premier bac. C'est une chose que peu de gens savent aujourd'hui. Possible, mais ce que vous ignorez, c'est qu'Étienne a travaillé dans des conditions particulièrement favorables dont il n'a pas su tirer profit. En dehors de ses heures de cours, je lui ai fait donner des leçons de français, de latin, d'anglais, de mathématiques. Depuis des années, il ne s'est jamais couché avant minuit. Je peux dire que dans le même temps, je lui ai administré au moins 2 corrections. J'ai commencé par le martinet. Ensuite, je l'ai corrigé à la cravache, à la courroie, à la trique, au bambou. J'ai tout essayé, tout. Ce sont mes filles qui appellent un oiseau. Il est allé se nicher sur le rebord d'un œil de bœuf. Comment réagit ma femme? Elle a battu des ailes. Oh, légèrement. Attendez, on dirait, ça y est, elle s'envole. Elle vient par ici. Oh, regardez-la qui tourne en rond. Oh, elle regagne son œil de bœuf. Mais non, viens, Armandine, voyons, Armandine. Ne la regardez pas, tenez, approchez là, vous serez masqué par la cheminée. Vous comprenez? Si ma femme voit les étrangers, elle n'osera jamais venir picorer les graines. Ariel, appelle-la. Non, cette fois, elle n'a pas l'air de vouloir s'envoler. En tout cas, le doute n'est plus possible. C'est bien le professeur qui a été mangé par le chat. Non, pardon. Je ne perds pas de vue l'objet de notre entretien. Pour être franc, j'avoue n'être pas autrement surpris par l'échec de votre fils et je mentirais en vous disant qu'il sera reçu à l'examen d'octobre. Vous n'y croyez pas? Non. Mais laissez-nous-le cependant, après des années de surmenage, de manque de sommeil, de mauvais traitements, un séjour de 2 mois dans notre établissement ne pourra lui faire que du bien. Qu'en dites-vous, jeune homme? Oh, moi, je voudrais bien, monsieur. Oui, ce que je voudrais. Ainsi, vous pensez qu'il n'y a pas d'espoir qu'il soit jamais reçu? J'ai rien dit de pareil. J'ignore quelles sont ses dispositions réelles. En tout cas, je saurais trop vous mettre en garde contre une excessive sévérité à son égard. Les parents ne se rendent pas toujours compte des difficultés auxquelles se heurtent leurs enfants, surtout quand ils ont fait de brillantes études. Les programmes ne sont plus ce qu'ils étaient. En quelle année avez-vous passé votre bac? Mon bac? Je me suis présenté, c'est-à-dire, comprenez-vous, j'ai échoué. Ah, vous avez... Oui, j'ai échoué 4 fois. Mais je n'étais pas un paresseux, moi. Je travaillais d'arrache-pied, feignant, abruti. Alors déshabille-toi. Si vous le permettez, je vais lui administrer une correction. Je m'y oppose absolument. C'est bon. Remets ta veste.
Ce sera pour tout à l'heure. Puisque vous ne pouvez rien pour nous, il me reste à vous remercier de votre accueil. Avant de partir, j'aurais voulu voir mon neveu, qui est élève dans votre collège. C'est d'ailleurs sur le conseil de sa mère que j'étais venu vous voir. Rien de plus facile. Comment s'appelle votre neveu? Dupérier. Antoine Dupérier. Ah, Dupérier, le fameux Dupérier. J'aimerais vous faire des compliments de votre neveu, mais je dois avouer qu'il me donne fort peu de satisfaction. Vous ne m'étonnez pas, mon beau-frère est avec lui d'une faiblesse déplorable. C'est à peine s'il le corrige 2 fois par mois. Si vous-même le jugez bon, je vous serais reconnaissant de lui laver la tête en ma présence. Je vais le faire appeler. Sylvie? Ouais. Papa! Sur le rebord de l'œil de bœuf, il y a maintenant 3 oiseaux. Comment 3 oiseaux? C'est vrai, il y a 3 oiseaux. On a lâché les inspecteurs. Qui a lâché les inspecteurs? Mais non, les inspecteurs sont toujours dans leur cage au pied de la cheminée. C'est vrai, ils y sont. Monsieur le directeur, vous m'avez appelé? Non, j'ai pas appelé. Je vous demande pardon, vous avez appelé cette demoiselle. Ah oui, oh, c'est vrai, je prends la tête. Oui, allez me chercher l'élève Dupérier. L'élève Dupérier? Ah ben oui, quoi, Dupérier, allez me le Monsieur le chercher. directeur, Dupérier... Allez me le chercher. Oui, monsieur, mais c'est que Dupérier n'est pas là. Non mais expliquez-vous clairement, Sylvie. Vous voulez dire que Dupérier n'est pas au collège? Depuis quand? Je pense depuis hier soir. On ne les a pas vus au réfectoire et leurs lits n'ont pas été défaits. Leur lit? Vous avez dit leur lit? Les lits de qui? Mais faut-il que je vous arrache la vérité syllabe par syllabe? Les lits de qui? Les lits de Dupérier et d'Arbelin. Dupérier, Arbelin. Si je comprends bien, mon neveu n'a pas couché au collège cette nuit. Et ce matin, il n'est pas rentré. Et vous, directeur, n'en étiez pas averti. Je trouve singulier... Oh, s'il vous plaît, gardez mon réflexion pour vous, hein, j'ai autre chose en tête. Comment? Mais monsieur, je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Je suis en droit de savoir ce qu'est devenu mon neveu. Votre neveu, vous voulez savoir où il est? Oui. Eh bien, regardez les 3 oiseaux sur le rebord de l'œil de bœuf. L'un des 3 est l'élève Dupérier. Vous vous moquez de moi? Je vous dis que de ces 3 oiseaux, l'un est ma femme, un autre l'élève Arbelin, et le 3e, votre neveu. Mais pas du tout. Ce ne sont ni Arbelin ni Dupérier qui se tiennent auprès de ma belle-mère. Mais allons donc! Les 2 inspecteurs sont dans leur cage, et le professeur a été mangé par le chat. J'ai bien obligé de l'admettre. Alors qui pourraient être ces 2 oiseaux? Mais calmez-vous. Les 2 oiseaux sont tout bonnement des touristes anglais. Quoi? C'était avant-hier matin. Le concierge m'a amené 2 Anglais qui voulaient visiter l'oratoire de Marie Stuart. J'ai eu beau leur dire qu'il n'y avait dans la ville aucun souvenir de Marie Stuart, ils n'en ont pas démordu. Ils restaient plantés dans mon bureau en me regardant avec un air de mépris soupçonneux. Je crois qu'ils y seraient encore si je n'avais pas fait le nécessaire. Je ne comprends rien à vos histoires d'oiseaux et de touristes anglais, mais j'entends avoir des éclaircissements complets sur la disparition de mon neveu. La disparition? Mais il n'y a pas de disparition. Descendez avec moi, vous pourrez vous en rendre compte par vous-même. Et nous inviterons l'élève Dupérier à venir s'expliquer ici sur sa prétendue absence de cette nuit. Venez, cher monsieur. Voilà enfin une façon de parler raisonnable. J'avoue que je commençais à perdre patience. Attends-nous ici, toi, et ne reste pas abaillé. Tu as dans ta poche un manuel d'histoire. Oui, papa. Pardon. Sylvie, pourquoi avez-vous dit que Arbelin et Dupérier n'étaient pas au collège? Mais monsieur le directeur, tous les surveillants sont au courant et les élèves aussi. Pas possible. Mais Valentin s'attaquerait pas à des élèves, à des enfants. Oui. Quand les ai-je vus pour la dernière fois? C'était hier après-midi, dans mon bureau. Vous étiez là. Ils sont passés dans le bureau de Valentin. Pourquoi? Vous le savez. On vous parlerait, allons parler. Quand monsieur Valentin est entré, Arbelin et Dupérier étaient près de moi. À me pincer, à m'embrasser. Oh, pour jouer. Mais c'est donc par dépit de vous voir en coquetterie avec eux qu'il les a changés en oiseaux. La même chose est arrivée la veille au professeur Bobignot. Sylvie, il est clair que votre présence parmi nous fait courir des risques très graves aux élèves et aux professeurs. Vous comprendrez vous-même que notre premier devoir envers eux est de vous éloigner sans retard de cet établissement. Monsieur le directeur, vous n'allez pas me renvoyer? Sylvie, vous savez quelle affection j'ai pour vous, mais l'intérêt général passe avant tout. C'est moi réfléchir. Madame, c'est vrai que c'est mon cousin qui est dans l'œil de bœuf. Mais je ne sais pas. Non, mais ce que tu sais très bien, c'est que Dupérier a été changé en oiseau. Changé en oiseau? Mon cousin Antoine changé en oiseau. Oh, ça alors c'est pas ordinaire. Non, jeune homme, ce n'est pas ordinaire. C'est pourtant l'affreuse vérité. Votre cousin n'est d'ailleurs pas le seul. Mais voyons, Ariane, ce garçon n'a pas besoin de savoir. Salut, jeune homme, voici votre père. Ça, mon père? Oh, ça alors?
Oh, merci, monsieur, merci bien. Oh, c'était drôle, papa. Chantez une tête pas. Bonjour, pas. Et silence, jeune dingue, dans le malheur qui frappe monsieur votre père. Ne sentez-vous pas toute l'inconvenance de votre gaieté? Finissez cette page et rentrez en vous-même. Vous n'avez donc aucun remords? Je n'ai pas de remords à avoir. Quand je change un être humain en oiseau, je le délivre d'une foule de soucis. Et Dieu sait s'il en est de torturants, de nauséeux. Mais qu'avez-vous fait d'Arbelin et du Perrier? Comme ces deux pauvres garçons n'avaient pas la moindre chance d'être reçus à leurs examens et qu'ils redoutaient la colère de leurs parents, je les ai changés en oiseaux. Les raisons que vous donnez ne sont pas les vraies raisons. Les vraies raisons... Non, enfin, parlons pas des vraies raisons. Ainsi, vous métamorphosez les élèves de l'établissement. Jusqu'à la dernière seconde, j'aurais refusé de le croire. Mais pourtant, c'était vrai. Le monstre ne s'arrête à rien. Et moi, je suis perdu. Perdu d'honneur, perdu de tout. Qu'est-ce que je veux dire à leurs parents? Mais non, vous n'êtes pas perdus. Leurs parents, vous n'aurez qu'à les convoquer, j'en ferai aussi des oiseaux. Les parents, maintenant. Ben, bien entendu. Et les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les amis. La gendarmerie, la justice et tout l'appareil que met en branle la disparition d'un être protégé par les lois. Martine! Valentin! C'est vous qui vous êtes permis de changer maman en oiseau? Très bien, Martine. Ah! Je suis contente que tu sois là. Martine, je connais la vivacité de vos réactions. Pour cette fois, je veux bien l'admettre. Vous voulez bien, vous voulez bien. Écoutez-moi, Valentin. Par votre faute, l'héritage de l'oncle Abélard risque d'être perdu. Je vous donne 48 heures pour rendre à maman sa forme habituelle. Mais je ne peux pas. Quoi, vous ne pouvez pas? Mais non, il ne peut pas, ma petite fille, c'est toujours la même chose. Le refus d'une pensée logique aboutit nécessairement à un résultat négatif. Et tu ne sais rien encore. Le nombre de ces victimes s'élève à 9, dont un professeur et 2 élèves du collège. Mais je ne savais pas. Mais vous êtes donc un monstre. Un fléau. Un fléau. C'est moi. Laissez-le tranquille. 2 élèves, mes 2 élèves préférés. Non, mais Martine, tu m'as ouvert les yeux. J'ai été trop faible, mais je suis décidé à sévir. Vous me prendrez plus mes élèves. C'est trop d'en avoir escamoté 2 à cause d'un sale petit con grand jupon que je planque à la porte. À la porte. À la porte. Oh, voilà, c'est... Vous les dragons, plus un mot, plus un geste, ou je vous change en oiseau. Séchez vos larmes, Sylvie, et rassurez-vous. Tant que je serai là, vous ne serez pas renvoyé. J'ai dit ce que j'ai dit. Sans te renvoyer avec Sylvie, je refuse toute discussion. Mais enfin, est-ce à vous ou à moi de décider? C'est à moi. Que signifie le renvoi de Sylvie? Et pourquoi pas le mien? Est-ce parce que vous avez compris que dans cet établissement, c'est moi qui suis le maître? Qui le serait de plus en plus? Répondez. Petite crapule. Bon, je sais ce que vous méditez. Mais qu'est-ce que vous attendez pour me changer en oiseau, moi aussi? Mais non, pourquoi? Vous ne me gênez pas. Insolent. Monsieur, je peux m'en aller, je peux emporter papa. Non, restez là, j'aurai encore besoin de vous. En attendant, lisez votre manuel d'histoire. Vous prétendez pas obliger ce garçon à rester dans notre collège? Si, justement. Oh, monsieur, mon cousin Antoine. Mon cousin Antoine qui s'envole. Mais c'est vrai, il s'envole, mais regardez, il s'envole, regardez. Il se dirige vers la cour du collège. Vite, toutes les 3. Allez ouvrir les fenêtres de l'appartement, du bureau. Hein? Je vous rejoins. Sylvie, surveillez l'œil de bœuf. Je voudrais être sûr de ne pas vous avoir peiné. Malotru! Je l'ai braqué. Que voulez-vous? Il fallait en arriver là. Valentin, j'ai peur. Que va-t-il se passer? Monsieur Chabert est très en colère. Vous n'avez plus rien à craindre, Sylvie. C'est moi qui suis le maître du collège. Et Dieu merci, ma puissance n'est pas limitée aux murs de ces bâtiments. Valentin, vous êtes un homme prodigieux. Un homme un peu effrayant aussi. Effrayant? Mais Sylvie, je vous aime comme on n'a jamais aimé. Je ne rêve qu'à vous obéir et à faire vos 4 volontés. Voilà qui doit vous rassurer, surtout si vous m'aimez. Sylvie, est-ce que vous m'aimez? Comment vous le dire? Je ne suis pas sûre de savoir ce qu'est l'amour. Les livres que j'ai lus en disent si peu de choses. Je sais seulement que je vous admire, Valentin. Je ferai tout, Sylvie, vous m'entendez, tout. Chacun de vos désirs, chacune de vos ambitions, je les lirai dans vos yeux pour les exaucer avant que vous ayez eu le temps d'ouvrir la bouche. Il est difficile d'imaginer ce que peut être l'étendue de ma puissance. Ce que je désire le plus au monde, c'est avoir mon baccalauréat. J'ai rêvé si longtemps du jour où je serai enfin bachelière. Vous me comprenez? Oui, bien sûr, Sylvie. Mais soyez tranquille, vous serez reçu. Je vous ferai travailler. Vous pensez que je serai reçue, mais vous n'en êtes pas sûr. Vous verrez que tout se passera très bien quand nous aurons travaillé ensemble. Oui, ce n'est pas ce que je voulais dire. Eh bien oui, je pensais que puisque vous êtes capable de changer quelqu'un en oiseau, vous pourriez me faire avoir mon bac, même si mes notes étaient insuffisantes. Quelle idée! Mais je n'en ai pas le pouvoir. Ah, Vous verrez quel professeur je serai pour vous, Sylvie. Surtout si vous m'aimez. mais comment le savoir? Je ne suis qu'une jeune fille.
Ce dont je suis sûre, c'est que je vous aime beaucoup, Valentin. Et beaucoup n'est peut-être pas assez dire. Oh, Sylvie, je voudrais baiser vos mains, je voudrais baiser vos cheveux. Monsieur le surveillant général, Madame Valentin m'envoie vous prévenir qu'il y a en bas 2 inspecteurs. Elle m'a dit de vous dire qu'elle était très inquiète. C'est qu'ils n'ont pas l'air commodes. 2 inspecteurs? J'y vais. Monsieur le surveillant général est venu faire sa cour. Il y a eu de l'émotion, du sanglot. T'as l'œil lourd de tendresse. Il m'a fait sa cour, oui, mais je t'assure que je l'ai remis à sa place. Vrai? Comme ça, tu lui as dit que pour un homme marié et surveillant général, faire des avances à une élève de première B, c'était du dernier cochon. Valentin s'est montré d'une correction parfaite. Je n'avais aucune raison d'être impoli. Sylvie, tu me plais de plus en plus. J'aime que tu calcules, que ton Valentin, tu le tiennes en réserve. J'aime que tu te demandes s'il est plus avantageux que moi, si la vie sera plus sûre avec lui, plus belle, plus confort. Ma femme aura la tête sur les épaules. Je n'aime pas le ton amusé et bienveillant que tu prends pour me parler. Mais je t'assure que tu te trompes. Entre toi et un homme qui change les gens en oiseaux, il y a bien peu de femmes qui hésiteraient. C'est possible. Valentin me disait tout à l'heure que tout ce que je pourrais souhaiter, je l'obtiendrais de lui si je voulais. L'inconvénient, c'est qu'un homme aussi puissant, aussi adulé, ne manquera pas de prendre au sérieux ses propres caprices. En entrant dans le cabinet secret, la 7e femme de Barbe Bleue trouvera 6 cages dorées, abritant chacune un oiseau. Tu m'aimes? Oui. Mais si Valentin apprenait que tu m'aimes, et que moi aussi je t'aime, Martinon, j'ai peur pour toi. Pourquoi l'apprendrait-il? Je suis un fiancé respectueux, moi. Personne ne pourra lui dire qu'il m'a vu te tripoter la gorge ou les cuisses. De ton côté, tu ne me sautes pas non plus au cou. Martinon. Vous ne me croyez pas, vous pensez que je suis fou, mais je vous dis la vérité. Il en est à sa 9e victime, ces 2 oiseaux dans cette case au bord de la cheminée. Mais ce sont vos 2 collègues qui l'a métamorphosé hier après-midi. Et ce jeune garçon qui s'est assoupi sur le toit. Périsson, réveillez-vous. Dites à ces messieurs ce que vous savez. Quel est l'animal que vous portez à la main? Ah, ça, c'est mon père. Bonjour, pas, Jean pas. Et silence, jeune Olibrius. Valentin, vous ne pouvez plus nier à présent. Mais vous pouvez vous racheter par une honnête confession. Vous savez bien que personne ne vous croira. L'absurdité de vos allégations est par trop évidente. Inspecteur, arrêtez cet homme. Non seulement il est un danger public, mais ses forfaits sont une atteinte à la nature et à la raison. Passez-lui les hommes. Mais nous n'avons pas de menottes. Vous êtes inspecteur de police et vous n'avez pas de menottes. Madame, mais vous vous méprenez. Monsieur Berger est inspecteur d'académie et je suis l'inspecteur général d'Avin. Monsieur l'inspecteur général, je vous pardonne, en effet bien mépris. Monsieur, nous sommes venus inspecter votre collège. Nous avons voulu voir comment fonctionnait pendant les vacances une des boîtes à bachots les plus réputées. Ce que nous avons déjà vu est édifiant. Le directeur a donné à l'occultisme, le surveillant général, au dire de votre beau-père, passant le plus clair de son temps à lire Jules Verne et la comtesse de Ségur. Monsieur l'inspecteur général, Le professeur de mathématiques ayant pris la clé des champs, le désordre régnant à tous les étages de l'établissement, et jusque sur le toit, où nous surprenons une jeune fille en tête-à-tête avec un élève. Voilà qui peut suffire à nous renseigner. Je n'ai pas besoin, monsieur Berger, de vous demander ce que vous en pensez. Je n'ai jamais rien vu de pareil, ni même d'approchant au cours de ma carrière. Valentin, sauvez-moi. Il est heureux que les établissements privés soient assujettis au contrôle de l'État. Oh, monsieur l'inspecteur général, je suis agrégé de philosophie. J'ai enseigné pendant 35 ans dans les lycées de l'État. Formé à d'irréprochables disciplines, vous êtes d'autant plus coupable d'avoir introduit dans cette institution le désordre des mœurs et le désordre des esprits. Le ministère prendra les sanctions qui s'imposent. J'en vois d'ailleurs pas d'autre. La fermeture de votre collège. Oh, monsieur l'inspecteur général, toute ma carrière accomplie dans la dignité. Sauvez-moi, sauvez-moi. Monsieur l'inspecteur général, depuis 2 jours, j'ai constaté que la raison de mon beau-père était ébranlée. Je voudrais vous informer, ainsi que monsieur l'inspecteur d'académie, de ce qui s'est passé. Si vous voulez bien m'accompagner dans mon cabinet. Soit. Monsieur Berger, je vous prie. Voulez-vous nous attendre un instant? Non,
Non seulement j'aurais consenti à la métamorphose, mais je l'aurais appelé. Tout peut arriver maintenant. Je suis le complice de mon gendre. Bonjour papa, je pars, je pars. J'ai beau faire, je suis toujours le premier levé dans la boîte. Dire que si je voulais, je pourrais dormir au moins jusqu'à 8 heures. Avec cette fichue habitude que tu m'as donnée de sortir du lit à 5 heures du matin, rien à faire, faut que je me lève. Qu'est-ce que t'as à me regarder de travers? T'as du mouron? T'as de l'eau dans ton godet? Estime-toi heureux que je sois pas un brutal comme toi. Et si ça me plaisait de t'arracher une plume à travers les barreaux? Je vois vraiment pas à qui tu pourrais te plaindre. Mais rassure-toi, je ne te ressemble pas. Monsieur Valentin. Bonjour Pélisson, personne n'est encore levé? Eh non, monsieur Valentin, il n'y a que moi, c'est ce que j'expliquais à papa. Pourquoi gardez-vous votre père en cage, Pélisson? C'est pas gentil. Vous devez lui appliquer la règle commune. 2 jours en cage, 2 jours dans la chambre des contacts, le 5e jour en liberté. Faut-il croire que vous obéissez à un sentiment de rancune, Pélisson? Oh non, monsieur Valentin, ça je vous le jure. Seulement j'ai pour lui en vouloir un peu, je me sentirais seul si je le lâchais dans la nature. Ne soyez pas égoïste, Pélisson. La vraie famille de votre père, ce n'est plus vous, mais cette multitude d'oiseaux qu'en moins d'une semaine, nous avons affranchis de leur triste condition d'homme. Je sais bien, je sais bien. Si vous voulez, je le garderai quand même jusqu'à ce soir. Ce soir alors, pas plus tard. D'ailleurs, nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous. Je compte liquider le collège dans les 3 jours qui viennent. On a déjà fait du bon travail. Où en sommes-nous exactement? Oh, c'est facile. 42 élèves en cage, 27 dans la chambre des contacts et 19 dans la nature. Les parents d'élèves? En tout, ils sont maintenant 295. Les amis et les correspondants, j'ai été comptés à part, ils doivent être 74. J'oubliais les 17 professeurs de la boîte et les 4 pions liquidés avec leur famille. À l'exception de Madame Bobigno. Si vous voulez que je la convoque. Oui, convoquez-la, c'est une excellente femme qui mérite d'avoir des ailes. Et les autres? Je n'ai pas les chiffres dans ma tête ni sur mon carnet, mais Sylvie continue à tenir les états à jour, ils sont dans le bureau de Monsieur Chabert. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? C'est les 23 gendarmes d'hier soir. Aussitôt qu'on ouvre la porte, ils se mettent à piailler, et les agents de la brigade mondaine qu'on a casés dans la classe de philo leur répondent. Infernal, commencez par fermer la porte. Oh, voilà votre père qui se met à piailler aussi. Emportez-le. Vous mettrez la brigade mondaine dans la petite étude, et vous enfermerez les notables de la ville à la lingerie avec les fournisseurs. Avec les fournisseurs? Mais vous n'y pensez pas. Les fournisseurs avec leurs familles et leurs employés, les familles de leurs employés, ils sont déjà plus de 750. Il a fallu encaser jusque dans l'appartement et accrocher le sous-préfet à la suspension de la salle à manger. Et la place que tiennent les vêtements de tout ce monde-là, on se croirait au carreau du temple. Oh, je sais, les locaux sont insuffisants, mais tant pis, ce n'est pas pour longtemps, allez. C'est toi, sale con, sale mouchard, qu'est-ce que tu fous là, on est espionné? Mais je n'avais rien fait, t'as pas le droit, je n'avais rien fait. Approche-toi, sale bourri, tu t'approches. Martillon, à quoi pensez-vous? Approchez. Vous allez à vos affaires. Fermez vite la porte, faites piailler les gendarmes. Martinon, pourquoi vous refusez-vous à admettre tout ce que vos camarades ont fini par comprendre? Que le bonheur, c'est d'avoir des ailes? Non merci, j'ai un avis, moi. Et ce que je vous propose, Martinon, ce n'est pas la mort. Ce que vous me proposez, dites donc! Je me suis mal exprimé. Ce que je tiens à votre disposition. Ce que vous tenez à ma disposition, vous pouvez le garder. Je ne ferai pas la bêtise de vous suivre dans votre bureau, moi. Et si jamais je vous vois rôder autour de moi avec un drôle d'air, je commence par vous balancer un coup de pied dans le ventre. Vous voilà prévenu. Pour vous changer en oiseau, je n'ai besoin ni de rôder autour de vous, ni de vous faire entrer dans mon bureau, je n'en suis plus là. Hier soir, sans bouger de mon fauteuil, j'ai métamorphosé 6 gendarmes alors qu'ils étaient occupés à fouiller la cave. Ceci, Martinon, pour vous dire que vous êtes à ma merci. En êtes-vous bien persuadé? Non! Je suis même sûr que si j'étais à votre merci, vous m'auriez déjà donné des ailes. Martinon, savez-vous à qui vous devez de n'être pas déjà un oiseau? À Sylvie, qui a la bonté de vous prendre sous sa protection. Votre amour de bon chien fidèle a réussi à la toucher. Oh, vous n'allez pas croire qu'elle soit éprise de vous, mais c'est une jeune fille d'un grand cœur, à qui vos déceptions sentimentales inspirent de la compassion. Elle vous l'a dit? Oui, bien souvent. Hier soir encore, comme j'allais lui donner sa leçon de latin, elle m'a parlé de vous avec beaucoup de gentillesse. Ce pauvre grand dadais de Martinon, disait-elle, est de plus en plus pitoyable.
Je voudrais lui parler avec amitié, mais j'ai peur d'encourager son amour, et je ne lui montre que de la froideur. Et à vous, qu'est-ce qu'elle vous montre? Quand vous lui donnez des leçons de latin? Martineau, il est triste de n'être pas aimé. Et je n'aurai pas la cruauté d'ajouter à votre chagrin en évoquant la douceur d'un sentiment partagé. Pour votre salut, pour vous permettre d'oublier, je suis prêt à vous laisser quitter librement le collège. Vous êtes jeune, Martineau, vous aimez la vie, vous connaîtrez d'autres amours. Et vous avez tout à gagner en acceptant ma proposition. Qu'en dites-vous? Sylvie décidera si je dois partir ou rester. Valentin, je crois que le sous-préfet a la pépite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prends une paire de ciseaux et coupe-lui le bout de la langue. Madame, en une semaine, votre mari a fait disparaître les 3/4 des élèves du collège. Avant 3 jours, il n'en restera plus un seul. Mais non, ce n'est pas exact. Il restera Sylvie, élève de première B. Où voulez-vous en venir, Martineau? À la disparition de la famille Chabert. Et d'abord à la vôtre. Martineau, faites-moi le plaisir d'aller rejoindre vos camarades au dortoir. Votre place est parmi eux. Moi? Au milieu de tous ces veaux qu'on mène à l'abattoir? Martineau, n'oubliez pas qu'un acte d'indiscipline me délirait de ma promesse. C'est bon. Pensez-y! Vous êtes condamné! Qu'est-ce que tu as? Rien. Oh, tout à l'heure déjà, en prenant ton petit déjeuner, je t'ai trouvé nerveux et l'air inquiet. Toi toujours si calme et si sûr de toi. Valentin, aurais-tu des remords? De quoi aurais-je des remords? Tu penses que je devrais en avoir? Oh oui, mais dis-moi ce qui t'inquiète. Et puis là voilà. Mais c'est grave, c'est très grave. Oh, que peux-tu craindre de moi? Parle. Hier soir, vous étiez tous couchés. J'étais seul à veiller dans mon bureau avec Périsson. Il devait être près de minuit, quand j'ai entendu un bruit de pas dans le couloir. C'était Gaston et Jean-Pierre qui arrivaient par le train du soir et qui réclamaient leur femme en criant comme des forcenés sans vouloir m'entendre. J'ai dû les métamorphoser sur place, ici même. Oh, Valentin, mais les maris de mes sœurs... Non, je sais, c'est pénible. Mais que pouvait-on faire d'autre? Du reste, tout semblait devoir se passer normalement. Et rien ne laissait prévoir ce qui allait arriver. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Comme à l'ordinaire, j'ai vu fondre les deux silhouettes et leurs vêtements s'affaissaient sur le sol. Mais quand j'ai écarté les plis des étoffes pour y prendre mes deux oiseaux, je n'ai trouvé que des escargots. Grand Dieu! Des escargots! Gaston et Jean-Pierre changés en escargots? C'est épouvantable. C'est ennuyeux. À vrai dire, je ne suis pas aussi surpris que tu peux l'imaginer. Depuis plusieurs jours déjà, je redoutais l'approche de la nouvelle lune. Oui, tu l'ignores peut-être, mais les métamorphoses ont un rapport étroit avec les lunaisons. Et j'avais déjà été alerté par certains signes. Avant-hier, par exemple, tous mes oiseaux ont eu le bec jaune et crochu. Hier matin, c'était le notaire qui avait la tête et la queue déplumées. Et hier soir, mes 23 gendarmes qui avaient tous les pieds palmés. Je ne sais pas ce qu'on me réserve la journée d'aujourd'hui. Le changement de lune doit avoir lieu à 7h55. Je pense qu'après avoir vu Gaston et Jean-Pierre changer en escargot, tu n'as pas l'intention d'opérer sur d'autres personnes. Valentin, tu ne vas tout de même pas changer en mollusque des garçons de 18 ans. Pourquoi pas? Je suis sûr qu'un escargot n'a rien à envier à un oiseau. Sa constitution sommaire, en lui évitant les tourments d'une sensibilité maladive, constitue un gage de bonheur. Oh, Valentin, tu n'es plus qu'une simple machine à détruire. Si demain tu étais capable de changer l'humanité entière en escargot, tu le ferais sans hésiter. Tu saurais encore te satisfaire des pauvres raisons que tu m'as servi tout à l'heure. Tu ne dis rien. Tu n'as même pas un murmure de protestation. Mais à quoi penses-tu? À la bombe atomique. Je ne vois pas quel rapport tu peux établir entre la bombe atomique et d'honnêtes métamorphoses. Tu regardes ta montre, je t'ennuie, n'est-ce pas? Tu penses à ta prochaine métamorphose. Eh bien, pourquoi ne me choisirais-tu pas, moi? Je n'ai rien à perdre à devenir un végétal ou un mollusque. Et peut-être même parmi les escargots serais-je enfin une femelle désirable dont la coquille et la démarche souple feront loucher les mâles. Valentin, change-moi en escargot. Tes yeux brillent, tu es tenté. Ben, qu'est-ce qui te retient? Tu sais bien qu'un jour ou l'autre, il faudra en arriver là. Tais-toi! Tu ne vas pas maintenant. Tais-toi! Non, non, Valentin, très sincèrement, c'est moi qui t'en prie. Va-t'en. Non, vraiment. Bon, alors je m'en vais. Tu sais ce qui vient de m'arriver? C'est incroyable. J'ai voulu me chausser et dans mon soulier, je trouve un escargot. Où l'as-tu mis? Tu penses pas que je l'ai mis sur une étagère? J'ai couru à la cuisine, le planquer dans la boîte à ordures. Où vas-tu?
Coupez le bout de la langue du sous-préfet. Vous savez ce qui m'arrive? Tu viens de trouver un escargot? Comment le sais-tu? Je viens d'en trouver un dans mon soulier. Moi, sur le parquet de ma chambre, il venait à ma rencontre. Et je n'exagère pas, on aurait cru qu'il courait. Et qu'en as-tu fait? Ben, je l'ai jeté dans la boîte à ordures de la cuisine. Bien. Qu'est-ce qu'elle a? Vous êtes encore attrapé? Oh, absolument pas, je viens d'arriver. Salut! Qu'est-ce que je viens de me marrer? Je suis sorti en ville, c'est pas croyable. Les trois quarts des gens foutent le camp avec leur matelas, leur poste de radio, leur boîte à outils, on dirait l'exode. Quand tout le patelin sera vide, je me demande ce qu'on va devenir. T'as une idée là-dessus, toi? Ma foi, non. Eh ben, sûrement que Valentin va liquider toute la famille Chabert pour se tirer avec toi. Liquider la famille Chabert, c'est ce que nous verrons. Nous sommes de taille à nous défendre. Et vos maris? Ils étaient pas de taille à se défendre? Des costauds, c'était des gueulards et des pas commodes. N'empêche qu'ils y sont passés tous les deux, je peux vous en parler, j'étais là. Vous voulez dire qu'ils ont été changés en oiseaux? Ah non, en escargot. Il paraît que maintenant, c'est ce qui se fait de mieux. Mon escargot, c'était Jean-Pierre! Jean-Pierre! Il n'existe plus maintenant ni Gaston ni Jean-Pierre. Il y a pour chacune de nous un mari à venger et des enfants à défendre. Viens, Valentin, est-il vrai que vous ayez changé en escargot le mari d'Ariane et le mien? Oui, j'ai pris la liberté de le faire sans vous consulter. Il m'était impossible d'agir autrement. Vous m'excusez, n'est-ce pas? Assassin! Ce n'était pas assez de nous avoir fait manquer l'héritage de l'oncle Abélard. Il nous fallait encore la vie de Jean-Pierre et celle de Gaston. Vous déraisonnez, ma pauvre Ariane. Mes deux beaux-frères se portent le mieux du monde. Ils n'ont jamais été d'un commerce aussi agréable. Bonjour, Sylvie. Je ne permettrai pas qu'on insulte mon mari. Calme-toi. Bonjour. Comment avez-vous dormi? Est-ce que notre leçon de latin ne vous a pas trop fatigué? J'ai eu du mal à m'endormir. Sans doute était-ce l'inquiétude de vous avoir vu si sombre, si préoccupé. Chère Sylvie. Avouez-le, vous étiez soucieux. Mais soucieux, je le suis toujours. Et souvent, mes soucis me suivent dans mon sommeil, quand ils ne me tiennent pas éveillé. Mais cette nuit, Sylvie, j'ai fait le plus beau des rêves, le plus doux. Nous étions seuls sur la terre. La main dans la main, nous allions par les bois et par les plaines, et des myriades d'oiseaux chantaient autour de nous. Est-ce vraiment le rêve que vous souhaitez vivre? Ah oui, Sylvie, et tout mon espoir. Surtout, n'aie pas peur de serrer. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle? Ouh, la factotum, je vous conseille de vous faire oublier. Tu as les ciseaux? Oui, je les ai. Mais comme convenu, c'est toi qui opères. J'en perds. Je lui ferai voir que moi aussi, je suis capable de métamorphoser un homme. Au moins, l'oncle Abélard vous aura légué quelque chose. Ce sera la vertu de son prénom. Nous verrons ce que deviendra votre pouvoir après cette opération. Et maintenant, marchons. Elles sont idiotes, avant 5 minutes, il en aura fait des oiseaux, des escargots. Je suppose qu'elles ont pensé au risque. Oh, je suis tranquille, je nous donne pas longtemps avant de nous taper chacun une bonne douzaine d'escargots. Mais dégoûtant. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Je cherche la sortie. Il n'y a pas de sortie. Voyons, je suis entré, je dois pouvoir sortir. Mais tout le monde peut entrer ici, il suffit de sonner, seulement personne ne peut sortir. C'est insensé. Mademoiselle. Monsieur Morin. Antoine Morin, des autocompresseurs Morin. Mademoiselle, il m'arrive une aventure ridicule. En passant par cette ville, j'ai voulu voir mon petit cousin qui était sous-préfet. Oui, j'ai voulu lui dire bonjour et au lieu d'aller à la sous-préfecture, j'ai sonné par erreur à la porte de cet immeuble. De toute façon, vous n'auriez pas vu le sous-préfet. Je ne l'aurais pas vu. Et pourquoi ne l'aurais-je pas vu? Il est métamore. J'aurais pu voir sa femme. Sa femme métamore. Elle est la nièce de l'adjoint au maire. L'adjoint métamore et métamore le maire aussi. Et quoi métamore? Pourquoi dites-vous toujours métamore? Que veut dire métamore? Posé, métamorphosé, ça te la coupe, hein, mon gros. Oui, Sylvie. Ah, voilà. J'ai des lettres à vous dicter. Tout de suite, monsieur. Non, restez là. Dans mon bureau, les gendarmes font un tel trafic qu'on ne s'entend même plus penser. Vous prenez? À quoi bon la correspondance? Vous savez bien que les lettres ne partent pas. Monsieur Doucier, 47 bis, rue des Dames, Paris. Monsieur, j'ai le plaisir de vous informer, en réponse à votre lettre du 17 avril, qu'en ce qui concerne les activités de votre fils, vos craintes ne sont pas fondées. Non seulement ce jeune homme n'est pas adonné à la poésie, mais ses progrès en mathématiques... Misérable! Qu'avez-vous fait de mes filles? Ah oui, que voulez-vous? Je les ai ratées. Il a osé s'en prendre à mes filles. Je me suis pourtant concentré comme d'habitude. Ce sont elles qui m'ont attaqué. Martine brandissait des ciseaux. Heureusement pour moi, j'ai été plus prompt que mes belles-sœurs. Face à un crime aussi noir, je reste à court d'injures. Crapule! Je le disais tout à l'heure à Elisa, le changement de lune m'aura valu quelques déconvenues, mais je ne crois pas que l'avenir de mon entreprise en soit compromis. En tout cas, il reste que la métamorphose partielle de mes belles-sœurs est une réalisation intéressante. Ce doit être un idiot frappé de dégénérescence mentale. Il en donne tous les signes. Monsieur, c'est par erreur. Hein. Qu'est-ce que c'est? Un homme est Morin, il voulait voir le sous-préfet. Oui, je m'étais trompé. Je vous parle en 5 minutes, cher monsieur. Plutôt non, je vous prends tout de suite. Il est 7h50, asseyez-vous là. Non, mais vous comprenez, c'est Non, par mais erreur. pas, appuyez-vous. Laissez-le parler. Vous pouvez parler. Merci, monsieur. On vous dit de causer.
Oui, c'est une erreur, une simple erreur. On m'avait dit, prenez la 3e rue à gauche, vous verrez un portail. Notez que je n'avais pas vu mon petit cousin depuis l'âge de 4 ans, je ne savais même pas ce qu'il était devenu. Oui, c'est la sœur du mari de ma femme, de son 2e mari, puisque moi je ne suis que le 3e. C'est donc elle qui m'a fait savoir que Maurice était sous-préfet ici. Vous m'avez dit la rue, attendez, ça doit être la rue... Comment, rien? Mais qu'est-ce qui se passe? Il a peut-être des pattes de mouton. Levez-vous! Ah! Regardez sa main droite! Par exemple, des plumes! Des vraies plumes! Au secours! Fermez ça et asseyez-vous! Voilà en pleine anarchie! Est-ce qu'il arrive quand on bafoue l'ordre naturel des choses? Mais enfin, monsieur, cette main! Ne vous inquiétez pas, quand le changement de lune se sera effectué, je vous métamorphoserai en oiseau de la tête aux pieds. Métamorphosé? Mais monsieur! C'est une récrimination! Je crois qu'à chaque renouvellement de la lune, il faut nous attendre à des flottements, à des formes indécises, comme celles de mes 2 belles sœurs. Je me demande si c'est un bien ou un mal, qu'en dites-vous? Voulez-vous que moi je réponde à votre question alors que vous-même n'y voyez pas clair? C'est juste, mais j'en ai d'autres à vous poser, auxquelles il vous est facile de répondre. Sylvie, vous ne m'avez jamais donné d'assurance formelle quant à vos sentiments. Ne lisez-vous pas dans mes yeux comme dans un livre? Parfois, en effet, il me semble. Mais dans cet instant critique où l'approche du changement de lune met peut-être en question l'avenir de mon entreprise. Quel vacarme! Périsson, priez de faire moins de bruit. Il cause avec Sylvie. Laisse-moi passer, Mina. Martino, la dernière patience, c'est à vous. Jean, jusqu'ici je n'étais pour vous que l'adversaire passif, gémissant sous les ruines d'un monde cartésien. Mais désormais, sachez-le, vous aurez affaire à moi. Je vais constituer un dossier. Maîtresse, mais fermez la porte. Pour commencer, j'exige que vous vous débarrassiez de ces 23 gendarmes. Vous leur caillement gêne ma méditation. Je vais faire le nécessaire, mais encore une fois, fermez la porte. Monsieur, est-ce que je pourrais me regarder dans une glace? Périsson, conduisez ce monsieur dans une glace. Allez. Martino, approchez. Bonjour. Il paraît que tu as pitié de ce grand dadé de Martinon. Comment? Vous lui avez dit? Mais vous n'en avez pas le droit? J'ai jugé honnête de ne pas le flatter plus longtemps d'une vaine espérance. C'est une trahison, une malhonnêteté, d'ailleurs. Et d'ailleurs? Sylvie, ton enchanteur m'a offert la liberté. Et franchement, j'ai eu un coup d'hésitation. Et puis je me suis dit que peut-être ton Valentin, pour se débarrasser de moi, il me racontait ton cœur de travers. J'ai voulu te poser la question. Maintenant que tout est clair, je file. T'as le bonjour de ton grand dadé. Martinon! Adieu, Sylvie. Ne t'en vas pas. Tu ne dois pas me laisser seule au milieu de tous ces oiseaux. Déjà maintenant, j'ai peur la nuit. Valentin, laissez-moi partir avec lui. Qu'est-ce que vous racontez, Sylvie? Vous perdez la tête? Pourquoi, je vous le demande, partiriez-vous avec Martinon? Parce que je l'aime, parce qu'il est mon fiancé et que jamais je n'accepterai de vivre sans lui. Tu es folle de lui dire ça dans le nez? Ah, vous avez bien caché votre jeu, Sylvie. Je me suis pourtant laissé prendre à vos soupirs, à vos œillades, à vos tendres accents. Et quand je pense que c'est à un Martinon, à votre amour, à ce rebut de classe, à ce cancre invétéré, ah, vous avez bien choisi, compliment. Vous allez être très heureux. Ça y est, va nous changer en oiseau. Eh bien, pourquoi pas, puisque je serai avec toi, Martinon, avec toi. Ah non, permission, moi je ne marche pas. Je tiens à ma peau, à mon corps. Et au tien aussi, par-dessus le marché. Oh, les corps. Mais ce qui compte, c'est l'amour, l'union de 2 êtres qui s'aiment. Qu'est-ce qui te prend? Tout à l'heure, c'était ce grand dadé de Martinon. Maintenant, tu beugles que tu m'aimes dans les oreilles de Valentin. Résultat, c'est que dans 5 minutes, on pèsera chacun 95 grammes. Martinon, j'ai peur. J'ai peur. Je suis là, moi, Sylvie. Je passerai avec toi. Tu verras, tu ne sentiras rien. Tout d'un coup, on sera des oiseaux. Et tout heureux de l'être. Et puis j'y pense. On ira passer l'hiver sur la côte, ou en Italie. On nichera dans les orangers. Oh oui, Martinon, dans les orangers. Dans les orangers et dans les citronniers. Et à Naples, on ira aussi. J'allais justement t'en parler de Naples. Bien sûr qu'on ira à Naples. Et aux Baléares, et à Grenade, et à Séville. Ah, ça y est. Je sens qu'il me pousse des plumes sur le corps. Tu crois? Oh non, tu sais, t'as dû te tromper. C'est doux. Oh, j'ai jamais rien senti de plus doux. Mais c'est pas des plumes.
Je me sens tout drôle, comme si j'allais fondre. Sûrement qu'on est en train de passer. Serre-moi fort dans tes ailes. Ah, c'est bien d'être des oiseaux. Valentin! Valentin! Là, dans mon bureau, en 23 gendarmes, ils viennent de reprendre forme humaine. Oh, je n'oublierai jamais quand je les ai vus se dresser devant moi dans leur robuste nudité. J'en suis resté cloué sur ma chaise. Ils n'ont même pas pris garde à moi. Ils avaient des regards de bienheureux qui se souviendraient du ciel. Oh, je vous demande pardon, je suis ému. Et puis je pense à Armandine. Je vois que tout se prépare à rentrer dans l'ordre et qu'il ne restera rien. Il n'y aura eu que des oiseaux de lune. Mais qu'est-ce qui fabrique ces deux leurs? Je n'aurais jamais pensé que c'était aussi doux de s'envoler l'un contre l'autre. Plus près, que je sente bien ton jabot. Oh, ça. Un bouton de colle, vite, un bouton de colle pour le sous-préfet. Oh, l'incroyable aventure. Ouais. J'étais en train de lui couper le bout de la langue et puis tout à coup il s'est dressé devant moi. Il était nu, mais nu. Alors je suis tombée dans ses bras. Dans ses bras? Et ensuite? Ensuite, je ne sais plus. Non, vraiment, je ne sais plus. Quelqu'un a-t-il un bouton de colle? Oh, monsieur Chabert, si vous saviez, je suis bien inquiète. Oh, et moi, donc Armandine qui ne rentre pas. Figurez-vous qu'en sortant de chez moi pour venir ici, je trouve les rues pleines de gens qui allaient tout nus. Vous pensez si j'étais surprise? Vous me direz, les temps sont changés, le monde est plus libre. Quand même, monsieur Chabert, quand même. Et Armandine, vous n'avez pas vu Armandine? Vous pensez bien que non, c'est pas madame Chabert qui se permettrait. Comment va-t-elle, madame Chabert? Je ne sais pas. J'étais donc dans la rue à regarder tout ce drôle de monde, et voilà que j'entends une voix d'en haut qui m'appelle. Je lève la tête, et dans un arbre, à califourchon sur une branche, et nu, lui aussi, je découvre Ernest, mon époux. Par exemple? Ne t'occupe pas de moi, il me crie. Cours vite au collège, dire à monsieur Chabert que je reprends mon service tantôt à 2h. Mais si Bobignon est en vie, c'est Armandine qui a été mangée par le chat. Je comprends, je partage votre chagrin, mais le grand coupable est tout de même le chat. Le coupable... Mes filles! Armandine vivante! Oh oui, vivante et rajeunie de 20 ans. Encore un miracle de mon genre. Quel bonheur de te retrouver. Oh, tu sais, maman, nous allons tous être riches. Très riches. Oh, ne me parlez plus d'argent. Je ne pense plus qu'à une chose. Vivre simplement, bonne épouse et ménagère accomplie. Oh, Armandine, n'exagérons pas. Ma petite Elisa, comme tu embellis. Ah, tu trouves? Mais elle vous a maintenant tes culs, cette rondeur, vous ne trouvez pas Valentin? C'est vrai, j'en ai été frappé tout à l'heure, tu es transformé. Il y a là un mystère. Eh bien, encore une de tes métamorphoses. Puisse-t-elle être durable? Papa, comment me trouves-tu? Tu ressembles à ta mère. Mais si Armandine et Bobignon sont en vie, qui donc a été mangé par le chat? Un inconnu, un désespéré qui voulait en finir avec la vie. Son premier compagnon a dû être le professeur Bobignon qui l'aura suivi chez lui. Et toi, Armandine, tu n'as pas suivi Bobignon dans sa chambre? Oh non! Moi, je me suis tout de suite liée avec deux mâles pleins d'entrain et de vigueur. Deux mâles? C'était mes deux touristes anglais. Ah oui, et ils m'ont fait passer de bien beaux moments. Merci, monsieur Valentin. Merci. Jamais je crois, je vous remercie. Ah, merci, monsieur Valentin. Ah, je voudrais vous embrasser les genoux. Oh, si vous saviez. Oh, c'était formidable, on était des anges, on était. Je peux pas vous dire, il n'y a pas de nous. Monsieur Valentin recommence bientôt. Hélas, mon pauvre Dupérier, c'est fini. Oh, Monsieur Valentin, merci. Grâce à vous, j'aurais connu les joies du paradis. Je crois en Dieu. Pardon, Michel. Pardon. Le baccalauréat, c'est moi qui m'y présenterai. Oh, monsieur l'inspecteur général. Monsieur l'inspecteur, je suis atterré. Mais pourquoi donc? Je vous assure que nous avons vécu des jours exquis, des heures prodigieuses. Ah, je puis vous assurer que désormais, Jules Verne et la comtesse de Ségur remplaceront au programme des lycées Racine et Corneille. Messieurs, qu'allez-vous faire? Je vous en supplie, revenez à vous. Cette aventure que vous avez vécue, vous allez l'oublier, car il faut l'oublier. Elle n'aura été qu'une illusion heureusement dissipée. Ce n'est pas d'illusion qu'il s'agit, mais d'un trou dans le mur, d'une brèche éternellement béante. C'est ça, très bien. Une brèche, une échappée au plein ciel. Messieurs, je vous en conjure. Pensez au péril où la vérité peut entraîner la vérité, la raison, messieurs. Ah, dis-moi, bel oiseau. Bel oiseau sans souci et en philosophie, combien de fois ta vie? Un zéro grand comme ton cul, pauvre cloche, pauvre cloche. Un zéro grand comme ton cul, pauvre cloche, où en es-tu?
La pièce que nous avons eu l'honneur et le plaisir de jouer devant vous ce soir est de Marcel Aimé. Les décors et les costumes sont de Jacques Noël. Et la mise en scène d'André Barsac.